Si toi aussi tu te demandes c'est quoi un doctorat, tu es au bon endroit. Je suis Megan Marsotto, une étudiante en sciences de l'éducation à l'Université de Lille, et je vais t'aider dans tes recherches. Le doctorat, c'est un parcours flou, méconnu et peu valorisé en France. Il est temps de le démystifier. Avec thèse, antithèse, synthèse, le doctorat n'aura plus de secret pour toi. Allez, c'est parti, l'épisode va commencer, branche tes écouteurs. Bonjour et bienvenue dans cet épisode spécial, puisque c'est l'épisode 20 déjà de Thèse, Antithèse, Synthèse. Pour cet épisode-là, je voulais faire vraiment quelque chose de spécial et donc j'ai décidé que cette fois-ci, c'est moi qui allais me faire interviewer. Donc c'est une interview assez large, c'est une interview dans laquelle je vais parler un peu de mon expérience de chercheur depuis que j'ai commencé dans ce doctorat, et bien aussi du podcast et tout ce que ça m'apporte. Je pense que ça, si vous êtes un auditeur fidèle, ça va vous intéresser. Je pense que dans tous les cas, vous allez en retirer quelque chose. Et je vais laisser la parole à la personne qui va faire le rôle de l'animateur dans cet épisode et qui va du coup commencer par se présenter avant qu'on commence véritablement l'épisode. Volontiers, merci Ronnie. Alors moi je suis Megan Marsotto et donc mon travail, puisque c'est dans le cadre de mon travail ici que je t'invite, consiste à être en charge de la radio pédagogique de l'Université catholique de Lille. Donc en fait j'accompagne des publics étudiants, enseignants et chercheurs à produire des contenus audio. Donc ça, c'est ce qui me rémunère tous les mois. Et dans ce cadre-là, je réalise un master en sciences de l'éducation dans le cadre duquel je fais une recherche. Et c'est ce qui m'a conduite à prendre contact avec toi, puisque mon travail de recherche se focalise sur les chercheurs qui enregistrent des audios, quel que soit le but, la forme et la diffusion de ces formes. Donc merci de bien vouloir justement répondre à mes questions. Alors, Ronnie Abessidan, tu es donc en 3e année de doctorat. Est-ce que tu fais des cours ou tu es, entre guillemets, juste chercheur ? Alors, effectivement, dans mon parcours, j'ai eu l'occasion plusieurs fois d'enseigner. Donc, j'ai enseigné notamment dans des écoles d'ingénieurs. Il y a 2 écoles d'ingénieurs. Il y a l'IMT Nord-Europe, dans laquelle je fais des cours en fait, juste d'intelligence artificielle. Alors, c'est pas vraiment des cours, j'encadre juste des travaux pratiques d'étudiants et je les aide à mieux comprendre ce qu'ils manipulent, ce qu'ils font exactement. Et ensuite, ça leur permet de tester un peu les différents modèles qu'ils sont en train de découvrir. Et d'un autre côté, je suis aussi donc enseignant, enfin chargé de TD en mathématiques à l'école centrale de Lille, où en fait j'étais moi-même étudiant à cette époque, enfin avant le doctorat, j'étais dans cette école. Et du coup, j'ai déjà fait tous ces cours-là, mais dans le sens étudiant, et là, je les ai refaits en sens donc chargé de TD, et c'était assez agréable du coup de pouvoir finalement enseigner comme j'aurais voulu qu'on m'enseigne dans ce genre de TD, quoi. Donc tu as transformé les méthodes pédagogiques, mais pas forcément le fond. Exactement, le fond, c'est pas moi qui m'en gère. De toute façon, c'est un professeur qui s'occupe de ce cours. Le polycopier, il n'a pas changé depuis des années, mais en fait, au niveau de la façon de résoudre les exercices en classe, c'était un peu inégal selon les chargés de TD qu'on avait. Il y en a qui font vraiment rien, il y en a qui ne expliquent rien. Et il faut savoir que le public de Centrale, c'est des gens qui viennent un peu partout. Il n'y a pas que des classes prépa, donc il y a des gens qui viennent que de, par exemple, licence de physique. Ils n'ont pas fait de maths pendant plusieurs années. Et en fait, du coup, ils arrivent là, ils connaissent plein de trucs enfin, ils connaissent pas plein de trucs qui sont supposés acquis par le professeur. Du coup, moi, je lui ai réexpliqué parce que je savais que je voulais mettre tout le monde sur le même pied d'égalité là-dessus. Et donc, du coup, je prenais un soin à faire attention à ça parce que j'avais des amis à l'époque à Centrale qui me disaient qu'ils avaient du mal avec cette matière parce que justement, en fait, ils comprenaient pas des termes qui sont plus censés être acquis par le professeur. Et donc, parfois, ils étaient bloqués. Et même quand ils demandaient un peu en cours magistral le sens des termes, c'était pas forcément très clair parce le prof voulait pas forcément répondre, supposant que c'était censé être connu, quoi. Ok, donc comme je dis, ça fait donc 3 ans que tu es en thèse, donc tu vas aboutir le projet de thèse dans le délai classique, en tout cas canonique, des 3 ans. Oui, c'est ce qui est prévu. Alors là, c'est bien parti. Il peut peut-être y avoir un mois de plus, je sais pas, mais en tout cas, c'est sûr que ça sera dans les temps, quoi. Ta discipline d'appartenance, j'ai lu traitement des signaux. Est-ce que c'est juste ou c'est une discipline à proprement parler ? En fait, oui, officiellement, c'est traitement du signal. En fait, le traitement du signal en 2024, ça veut dire intelligence artificielle un peu. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est IA, c'est tout ce qui est manipulation de signaux, finalement, du texte, la vidéo, du son. Et donc, du coup, en fait, la vraie discipline, ou plutôt la discipline initiale, c'est des traitements du signal. Et aujourd'hui, ça a un peu évolué. Donc, c'est plus communément appelé IA, en fait, aujourd'hui, un peu.
Et alors du coup, qu'est-ce qui t'a conduit à devenir chercheur? Alors je pense que tu l'as dit déjà, mais ça m'intéresse de l'entendre à nouveau. Euh, en fait, qu'est-ce qui fait que, parce que tu disais notamment dans un de tes épisodes, que c'était pas forcément quelque chose que tu avais prévu initialement et puis que c'est venu un peu plus tardivement et que du coup tu as eu un temps assez restreint d'ailleurs pour mettre en œuvre ton projet d'entrée en doctorat. Donc pourquoi en fait ce doctorat? En fait, j'allais exactement redire ce que tu viens de dire, c'est-à-dire qu'effectivement, donc j'ai fait, pour juste resituer, j'ai fait 2 ans d'école d'ingénieur à Centrale Lille, c'était donc 2 ans généraliste. Après, j'ai tout de suite remarqué qu'à Centrale, les matières où je cartonnais, c'était les matières en mathématiques et informatique, et donc en fait, l'IA, c'est les deux. Et il se trouve qu'il y avait un master en IA, que avec de l'IA, qui allait ouvrir là, en double diplôme avec Centrale, du coup j'ai foncé sur l'occasion. Et j'ai complètement adoré le master. C'était un master de recherche. Alors moi, dans ma tête, ce que je voulais faire depuis le début, c'était de l'entrepreneuriat après le master. Alors sachant que de toute façon, même si c'était un master de recherche, ça ne me fermait pas les portes du tout pour l'entrepreneuriat. Mais en fait, peu à peu, dans le master, j'ai commencé à prendre goût avec la recherche, notamment avec les projets de recherche qu'il y avait dans ce master. C'est-à-dire qu'en parallèle des cours, on avait des projets de recherche avec des équipes de chercheurs qui sont sur le campus. Donc par exemple, en première année, j'avais fait un projet de recherche autour de l'IA et de la musique. Et en deuxième année, j'ai fait un projet de recherche autour de la détection d'images photoshopées sur Internet par des IA. Et en fait, dans les 2 cas, ça s'est super bien passé. J'ai été super bien encadré. Il y avait un bon feeling. Je sentais qu'en fait, la recherche, c'était quelque chose qui pouvait m'intéresser parce que, en fait, il y a cette idée de essayer d'innover, d'apporter un peu de nouvelles connaissances à partir de ce qui existe déjà, tester nos idées, voir que ça ne marche pas, mais du coup, continuer, persévérer jusqu'à finalement réussir à finalement apporter un peu son grain de sable dans l'état de l'art, quoi. Et en fait, tout ça, ça m'a plu. Et en fait, assez rapidement, en parallèle de mon stage de dernière année, l'équipe avec qui j'avais fait donc le projet de détection d'images photoshopées là, m'a proposé une thèse. Alors, pour le moment, au début, comme je disais, je n'étais pas sûr que je voulais faire une thèse, donc j'ai dû réfléchir un peu. Et en fait, au bout de 2 semaines, étant donné le sujet et l'équipe, j'ai foncé parce qu'en fait, de base, je ne l'aurais pas fait avec n'importe qui sur n'importe quoi. Mais là, vu que je connaissais déjà l'équipe, donc je savais déjà que c'était des super encadrants. Et en plus de ça, le sujet m'intéressait vraiment parce que ça porte sur une problématique générale en IA qui en fait concerne toutes les IA finalement, mais appliquée à une niche de cybersécurité qui est hyper stimulante parce qu'on a l'impression de travailler pour les experts Miami. Et donc en fait, ces deux côtés-là, ça m'a hyper attiré. Je me suis dit, mais en fait, ça, c'est sûr que je vais pouvoir le valoriser après, peu importe ce que je fais. Et même si je ne veux pas rester dans l'académique, c'est une expérience, c'est quelque chose, c'est une opportunité, je ne veux pas la rater parce que je pense que je n'aurai pas ça plus tard. Donc en fait, je suis lancé en me disant que je vais kiffer ce que je vais faire et c'était effectivement le cas. Et voilà, donc c'est vraiment un coup de chance, mais il faut savoir on m'a proposé un autre sujet de thèse aussi avant celui-là, qui était vachement plus mathématique, où je voyais beaucoup moins les applications et ce que je pouvais en retirer pour après. Et donc du coup, celui-là, je l'ai automatiquement refusé assez rapidement en fait. En expliquant qu'il y avait, en plus dans ce sujet-là, ce que j'aime bien dans le sujet actuel, c'est qu'il y a un lien avec le traitement du ciel, mais en fait du coup, il y a un lien avec plus précisément le traitement des images. Et comme moi, je suis un peu fan de tout ce qui est multimédia, donc le son, la vidéo, l'audiovisuel, le montage vidéo, etc., c'est parfait pour... ça rentre dans ma passion, en fait, ce sujet de thèse, même si c'est pas directement même si c'est pas directement le sujet en lui-même, c'est hyper lié, quoi. Et du coup, là, puisque l'échéance quand même de la soutenance approche, comment tu te projettes ensuite? Tu vas faire un post-doc, tu vas avoir un poste, tu vas faire quand même de l'entrepreneuriat. Comment tu te... Alors, je ne me vois pas du tout faire un post-doc, parce qu'en fait, je vois autour de moi des gens qui... comment dire ça, font plusieurs post-docs, étendent les contrats, parce qu'il y a en fait une pénurie un peu des postes dans la recherche, même en IA, vous voyez, même en IA, une thématique qui est quand même bien financée aujourd'hui, on peut pas non plus se leurrer sur le fait que c'est un des domaines de recherche en ce moment qui est à la pointe, mais aussi, je veux dire, dans le sens, pour la recherche académique, on investit beaucoup là-dedans quand même, par rapport à d'autres domaines. Et pour le coup, même dans ce domaine-là, il y a aussi des problématiques de pénurie, il y a aussi des problématiques de je ne choisis pas forcément le lieu géographique où je vais atterrir si j'ai tel poste permanent. Donc je dois faire potentiellement le tour de France pour réussir à avoir un poste de permanent, pour au final gagner un salaire qui pour moi n'est pas forcément à la hauteur de tout ce qu'on fait. Quand je vois tous les gens qui sont autour de moi dans mon équipe, tout ce qu'ils font, je trouve ça juste exceptionnel, mais des fois je trouve qu'on abuse un peu sur la façon dont on les rémunère. Donc ça me plaît pas trop comme système, et donc du coup j'ai envie de sortir du système académique. Et donc je reste toujours persuadé que l'entrepreneuriat c'est quelque chose qui vraiment me motive. Donc en fait je compte faire de l'entrepreneuriat après la thèse. Alors j'ai plusieurs pistes. Je pourrais me lancer en freelance par exemple pour faire des missions dans une entreprise, pour avoir
des cas d'application de l'IA dans d'autres cas concrets. Je pense que ça me plairait. Et après, je pourrais aussi imaginer monter un projet de start-up autour de thématiques liées à ma thèse. Et c'est pas impossible qu'effectivement là, en fait, vu l'engouement qu'il y a en ce moment pour la cybersécurité et l'IA, c'est même presque possible que juste après ma thèse, je commence à lancer une start-up, mais en partant un peu de finalement ma thèse, qui est un bon point de départ à mon avis. Et en dehors de ça, j'ai commencé à créer une communauté sur LinkedIn autour du doctorat pour partager un peu cette expérience, pour que le monde se rende compte un peu plus de ce que c'est et voit un peu plus ce que c'est finalement, oui, voilà, la vie d'un chercheur. Et peut-être que je pourrais aussi proposer éventuellement des formations pour les doctorants, pour les aider à mieux appréhender le doctorat et faire beaucoup, et aller beaucoup plus loin dans tout ce qu'ils envisagent dans cette expérience-là, pour ensuite faire en sorte qu'en fait leur doctorat devienne un tremplin sur leur après-thèse en fait. Mmh. Après, il y a un entre-deux où tu as quand même énormément d'entreprises, notamment dans le domaine informatique au sens très large, qui investissent dans la recherche et le développement. Et dans ce cas-là, tu peux être chercheur, mais rémunéré dans le privé. Oui. C'est un truc que tu pourrais envisager ? Oui, c'est tout à fait. Alors, effectivement, il y a cette question de pouvoir passer dans le privé, faire de la R&D en privé. C'est une vraie question. Moi, personnellement, je voudrais tester l'entrepreneuriat d'abord parce que je me dis que cette option-là, elle ne me sera pas fermée après. Parce qu'en fait, la différence, c'est que actuellement, je n'ai pas d'enfant, je suis jeune, j'ai rien à perdre à lancer ma boîte. En fait, je prends beaucoup moins de risques que si je la lance plus tard. Donc, je préfère me dire, je la lance maintenant, on va voir à quel point ça va fonctionner, on va voir à quel point ça va me plaire. Pour ensuite, au cas où, si ça me plaît pas et que finalement ça marche pas et que j'ai plus envie de faire ça, en fait, je passe dans le salariat et ça m'ira très bien. Mais j'ai envie de dire, je n'ai pas envie de me fermer la porte tout de suite, alors que le salariat, pour moi, c'est quelque chose qui pour marcherait très bien, mais sans forcément que, je veux dire, sans avoir, même peu importe les contraintes que je pourrais avoir dans ma vie après, quoi. C'est quelque chose que... c'est une option safe. C'est ça, c'est une option un peu safe, comme tu dis. Et donc, du coup, en fait, je l'envisage bien sûr dans ma tête, mais c'est pas celle sur laquelle je voudrais insister, parce que pour le moment, je me sens vraiment dans un esprit entrepreneur. Et donc, voilà, je voudrais quand même commencer par tester ça avant de converger vers le salariat, si c'est ça qui me convient le plus. Mais voilà, c'était juste une intuition, quoi. Et alors du coup, qu'est-ce que c'est être enseignant-chercheur, puisque tu combines les deux, quand on est Rosny Abessidan ? Parce que je pense que pour chacun, il y a une part évidemment de définition par le statut, ouais. Mais il y a peut-être aussi quelque chose dans la façon dont toi tu te l'appropries. Alors il faut savoir que, en fait, c'est vrai que j'enseigne, mais il faut savoir qu'en doctorat, quand on enseigne, on est limité dans le nombre d'enseignements qu'on peut faire. Donc en fait, moi j'ai que 64 heures par an. Et moi je me débrouille pour caser les 64 heures le plus tôt possible, pour avoir le reste de l'année en fait libre pour autre chose. Et en fait, pourquoi je fais ça ? Parce que je trouve ça mieux d'être focus sur mes cours sur une petite période de temps, comme ça, et plutôt que en fait d'étaler tous les cours sur plusieurs semaines, plusieurs mois, et en fait au final à chaque fois ne pas forcément être dans le cours quand je reviens. Je voudrais être à 100% en fait pour les étudiants quand je me mets là-dedans. Alors ça, c'est une opportunité que j'ai eue parce qu'il se trouve que les cours que j'ai pu trouver sont compacts et en fait ne sont pas répartis dans l'année. Donc il y a cette chance-là. Et moi, perso, ça me va très bien parce que ça me permet de séparer un peu l'année en enseignement et recherche. Sachant qu'en fait, je fais toujours les deux activités en parallèle, mais c'est juste que le pourcentage est un peu différent selon la période. Et sinon, en fait, en termes de... Donc, du côté enseignement, moi, ce que j'essaye, c'est vraiment de développer ma pédagogie pour que véritablement les étudiants avec qui je parle comprennent vraiment ce dont on est en train de parler. Parce que je sais que, voilà, comme je t'ai dit, en maths, les notions qui ne sont pas forcément évidentes pour tout le monde, j'essaye de les rappeler, de donner des exemples, de donner des contre-exemples, etc. J'aime bien aussi remarquer tous les a priori que les étudiants ils ont en général sur certains trucs, pour ensuite les démonter, pour leur montrer qu'en fait ils ont tort et qu'en fait il faut arrêter de penser à ce genre de raccourci, parce que en fait derrière ça va leur mener à des mauvaises réflexions. Et aussi même en termes de recherche, j'essaye aussi de développer cette pédagogie, puisqu'en fait, finalement, le travail des chercheurs, c'est pas que trouver des nouvelles idées et avancer, persévérer, faire avancer l'état de l'art, c'est aussi savoir communiquer sur ces idées. Et en fait, pour moi, ça sert à rien de trouver, de faire avancer la connaissance si on n'est pas capable d'expliquer ce qu'on a fait. Et donc, du coup, j'apprécie énormément, une fois que je suis sûr d'avoir... disons des expériences propres et que je peux me mettre à écrire, j'apprécie énormément l'exercice d'écriture d'un article scientifique dans lequel en fait on pose les mots et on apprend à vraiment réexpliquer de façon le plus claire possible
ce qu'on a découvert, et aussi l'exercice après de présentation derrière l'article pour vraiment appuyer sur les points forts de l'article, les limitations, ce qu'il faut en déduire, ce qu'il faut comprendre, comment on peut imaginer la suite. En fait, tout ça, c'est quelque chose sur lequel je mets vraiment un point d'honneur, parce que je trouve qu'il n'y a pas encore assez de personnes, assez de chercheurs qui font cet effort-là, et c'est hyper important pour moi, parce que, par exemple, quand je vais dans des séminaires et que je vois que je comprends rien, 90% du temps, je trouve que c'est pas normal. Et c'est parce qu'en fait, parfois, voilà, on est souvent tenté à juste prendre des slides par-ci par-là, les assembler, ne pas faire attention à qui est l'audience, et donc du coup, on imagine que ça va passer parce que nous, on sait très bien ce qu'on va dire, mais sauf que même c'est même parce qu'on sait très bien ce qu'on va dire que finalement, l'audience va y comprendre quelque chose. Et voilà, et donc et pareil, en conférence, des fois, il y a pas mal de talks où en fait, les chercheurs, on voit qu'ils ont fait aucun effort au niveau de leur slide carrément, et même au niveau du discours, mais voilà, des fois, c'est aberrant. Donc en fait, à chaque fois que je vois ça, je me dis, ça me donne encore plus envie de mettre l'accent pour montrer un peu l'exemple de mon côté, à mon niveau. Et donc c'est un peu ça, c'est un peu cette partie-là que j'essaye d'appuyer dans mon doctorat. Alors bien sûr, après, la recherche, voilà, l'exercice de la recherche, c'est un peu frustrant parce que on a une idée, on voit que ça marche pas, on continue, ça marche pas, on continue, ça marche pas, et puis ça marche pas pendant des mois. Puis peu à peu, en fait, on comprend de plus en plus pourquoi ça marche pas, et donc du coup, on arrive à changer la trajectoire et aboutir sur quelque chose qui marche. Mais parfois, on se rend compte qu'il y a des idées qu'on avait qui ont déjà été faites finalement par d'autres, mais pas exactement pareil. Donc du coup, on essaie de voir la différence par rapport à nous. Et donc, il y a un côté frustrant un peu parce qu'on ne sait pas forcément tout le temps si d'autres personnes n'ont pas fait déjà avant nous, et si on va arriver quelque part. Mais en fait, c'est hyper quand même gratifiant à la fin d'arriver à sortir son épingle du jeu et voir comment nous, on est différents par rapport aux autres, et que finalement, qu'on a vraiment réussi à faire quelque chose de différent et à apporter quelque chose à une communauté, quoi. Alors, dans ce que tu dis, donc tu nous expliques qu'il y a des occasions de rassemblement entre chercheurs au cours desquelles tu as le sentiment qu'il n'y a pas la possibilité de vraiment entrer en connexion, parce que justement, par le matériau tel qu'il est diffusé, il n'y a finalement pas la possibilité de se retrouver quelque part, en gros, si je le dis avec mes mots. Et tu l'attribues à peut-être, en tout cas c'est ce que j'ai cru comprendre, un manque de temps, une optimisation, récupérer des slides à droite à gauche. Est-ce que c'est l'unique raison ? Alors, il y a des personnes qui, à mon avis, s'en fichent complètement d'être pédagogues. Ils sont un peu dans leur monde, mais alors moi, je comprends pas comment c'est possible que... Enfin, ce genre de comportement, puisque ça veut dire qu'en fait, on est complètement fermé, on garde les idées un peu pour nous. Pour moi, dans ce sens-là, c'est un peu comme si tout était secret. Mais bien heureusement, c'est pas le cas de tout le monde. On est loin de là. Je pense pas que... En vérité, la pédagogie, je pense que beaucoup de personnes visent aussi Je pense que c'est hyper satisfaisant de voir que quelqu'un comprend ce qu'on explique. En vérité, la majorité des chercheurs, ils veulent être pédagogues, c'est pas vrai. Donc c'est pour ça que j'attribue ça à un manque de temps, parce que je remarque aussi que voilà, un chercheur, plus ça monte, plus on monte. Donc après le doctorat, déjà le doctorat, il y a pas mal de trucs à faire, mais le doctorat, c'est la partie où on est le plus libre en tant que chercheur. Plus on monte, plus on a des responsabilités, et moins on a le temps. Et donc du coup, moi j'attribue ce problème de communication parfois au fait qu'effectivement, on a du mal à prendre le temps de bien bosser son histoire quand on présente aux gens. Et en fait, à la limite, tu vois, les slides, j'exagère un peu parce que les slides, c'est pas si grave que ça qu'elles soient moches, parce que, moi, j'aime bien personnellement faire un truc design en général, mais ça me dérange pas d'avoir des slides pas très travaillés, parce qu'en fait, moi, ce qui compte pour moi, c'est l'histoire derrière que la personne veut me communiquer, et si je la comprends pas, en fait, je suis perdu. Et j'ai remarqué que j'ai eu des talks en conférence, par exemple, où les slides, c'était littéralement du texte noir sur du fond blanc, mais en fait, c'était tellement bien travaillé le speech, et même c'était parfois à plusieurs, que j'ai complètement adoré le talk, et j'ai tout compris, et je trouvais ça hyper intéressant. Et donc parfois, en fait, limite, ne pas hésiter à abandonner la forme dans un premier temps pour bien bosser le fond. Et ça, c'est un truc que les gens ne se rendent pas forcément compte, et du coup, ça fait qu'on a des fois des slides avec plein de détails qui nous aident pas trop à comprendre le tout. Juste parce que la personne pensait que si elle ne mettait pas ces détails-là, on ne comprendrait pas. Sauf que, voilà, il y a un manque de projection sur qui est l'audience et qu'est-ce que je veux faire passer à cette audience, qui fait qu'en fait, je pense que la plupart des chercheurs n'arrivent pas forcément à être super pédagogues avec tout le monde. Mais en fait, je pense honnêtement, voilà, je pense que presque tous les chercheurs, je pense, veulent vraiment communiquer sur leurs travaux. Ça me paraît bizarre de vouloir faire avancer la connaissance sans derrière la partager. Ça n'a pas beaucoup de sens. Et puis, tu évoques le fait que
Mince, j'ai perdu mon idée. Mais peut-être qu'il y a en tout cas une question de formation aussi, puisque la communication, c'est quand même une compétence, en somme, qui n'est pas forcément celle qui est la plus communément partagée, en fonction en tout cas des disciplines. Et c'est là où j'allais en venir aussi. Tu parlais de ton plaisir à écrire la recherche, à faire des articles, ce qui probablement, mais peut-être c'est une de mes représentations, mais comme tu viens plutôt du monde des sciences expérimentales et exactes, on pourrait imaginer que c'est pas dans l'écriture que se trouve ta plus grande compétence, ce qui semble ne pas être vrai te concernant. Et donc, est-ce que tu penses aussi qu'il y a ce rapport à l'écriture, à la narration, aux histoires, à la communication, qui est peut-être moins travaillé dans les communautés scientifiques que toi, tu fréquentes ? Alors, je pense que c'est vrai, mais pas totalement, parce que quand je partage ce sentiment de rien comprendre au séminaire, en fait, je vois que dans les SHS, c'est vrai aussi. Je sais pas, enfin, je veux dire, avec mon podcast, j'ai l'occasion de rencontrer plein de doctorants, et quand j'échange avec eux sur ce sujet, en général, en fait, on est tous dans le même bateau. Hein. Je me rends compte que c'est pas du tout que les scientifiques qui ont ce problème-là. Même les scientifiques, en général, en science, on aime bien faire des schémas, et les schémas, ça aide à comprendre. Donc, en fait, au final, les scientifiques, je pense qu'à ce niveau-là, on n'est pas mal lotis non plus, parce que au moins, il y a des schémas. J'étais là où je suis pas sûr que c'est vraiment le cas pour les HS tout le temps. Mais en fait, non. Alors, je te juste reprendre sur un truc. L'écriture de base, c'est pas forcément un truc auquel je suis bien, on va dire. C'est juste que l'idée de réussir à poser mes idées et les rendre claires, ça me plaît. Et en fait, j'ai pas peur d'écrire, même si ce que j'écris au début, ça n'a aucun sens. Parce qu'en fait, il faut comprendre que quand on écrit au début l'article, le premier brouillon, il est nul. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est qu'on va le relire, on va rechanger, on va faire relire à d'autres personnes, ils vont nous aider à rechanger. Et c'est comme ça qu'on arrive à converger vers une histoire et une communication. Ça se fait pas vraiment tout seul en général. Ça se fait en combinant des points de vue de plusieurs personnes qui sont là aussi parce qu'ils sont co-auteurs, par exemple. Et justement, je trouve que en fait, d'avoir des co-auteurs dans un article, ça aide énormément à réussir cet exercice de communication, parce que parfois, on va écrire des phrases qui vont peut-être paraître trop compliquées selon les co-encadrants ou les co-auteurs. Et du coup, ces phrases-là, on va pouvoir les identifier comme étant problématiques, on va les retravailler, on va rechanger, on va se rendre compte qu'en fait, cette partie-là, on devrait la mettre plutôt là, etc. Mais en fait, toute l'histoire, c'est réussir d'abord à ne pas avoir peur à faire la première version de l'article où en fait, très nul, on s'en fiche, on assume. Et derrière, en fait, on raffine de plus en plus, ce qui permet derrière d'arriver à la meilleure version de l'article. Et pareil, au niveau des présentations, en fait, les présentations, parfois, il ne faut pas hésiter dans les premières présentations, la première fois qu'on les fait, à les faire devant des gens qui peuvent nous aider à refaire la présentation de façon à ce que le message passe mieux et qu'on comprenne mieux c'est quoi l'histoire, en fait. Je pense que ça, vraiment, pour le coup, il y a trop peu de personnes qui prennent le temps de faire des répétitions avec... ça peut même être avec des gens de notre famille, on s'en fiche, du moment qu'en fait, on arrive à identifier des nouvelles façons de réécrire son histoire et de faire passer un message. Le mieux, c'est de s'entraîner, évidemment, avec des personnes qui sont proches de l'audience qui va écouter la présentation. Quels sont les aspects du doctorant, de l'activité, on peut dire, de doctorant que tu aimes le plus et ceux qui te semblent les plus difficiles, pénibles, désagréables et dont tu te passerais le mieux? C'est une bonne question. Il y a beaucoup d'activités. Je sais pas. Alors, ce que j'aime pas, pour l'instant, je vais avoir du mal à le dire. Enfin, si, ce que j'aime pas, en vérité, c'est juste de passer du temps sur une idée et voir que ça fonctionne pas pendant des mois. Genre, comme je l'ai dit, c'est frustrant. En fait, ça, je pense que personne n'aime ça. C'est pas très agréable. On est sur une piste. On se dit que ça peut marcher. On voit que ça peut marcher dans certains cas, mais on ne sait pas pourquoi la majorité du temps ça ne marche pas. On creuse, on comprend de plus en plus pourquoi ça pourrait pas marcher. Et des fois, c'est complètement, en fait, on doit complètement changer de direction. Parfois, on est dans la bonne direction, mais il faut creuser encore plus. On ne sait jamais vraiment. Alors là, on a vraiment, en fait, en général, au bout d'un moment, on a besoin d'un avis extérieur pour justement affiner ce qu'on veut faire, parce que sinon, on peut partir très loin. Mais c'est pas forcément agréable, ça, parce que voilà, ça veut dire que moi, à peu près mon rythme actuellement, c'est à peu près tous les 6 mois, j'arrive à avoir une belle idée, mais il faut 6 mois pour y arriver. Et du coup, ça peut pas être un peu frustrant, mais moi, ce qui m'arrange, c'est que je me dis que c'est pas très grave, parce que en vérité, si j'étais hyper impacté par ça me rendrait la vie noire. Mais comme je fais des activités en parallèle que j'aime bien, comme tu dis, en fait, c'est bon, ça passe tranquille. C'est-à-dire le fait, par exemple, de faire mon podcast, c'est pas une activité de base dans un doctorat, mais le fait de faire mon podcast une fois par mois, ça m'a vraiment permis d'avoir une fois par mois un moment où en fait j'adore le moment, quoi. Et donc ça me remet de la motivation. Et au niveau des activités du coup que j'aime le plus, qui sont plus normales dans un doctorat, en vrai, on a déjà parlé d'enseigner, comme tu dis, écrire un article, communiquer. Même les petites réunions qu'on fait avec les encadrants pour reparler d'une idée, en fait, ça donne plein d'autres idées et c'est super intéressant.
il y a eu des fois où j'ai participé à des événements en dehors, qui gravitent autour du doctorat, mais c'était des événements organisés par exemple par le collège doctoral comme les doctoriales, où j'ai pu rencontrer d'autres doctorants, mais de plein de domaines complètement différents. Ça, c'est super intéressant. C'est un événement en fait, qui est un peu axé autour de l'entrepreneuriat. Et en fait, l'idée, c'est de prendre une semaine. On était dans un cadre incroyable, c'est-à-dire un Pierre et Vacances. Voilà, avec des bungalows à côté de la plage, c'était en baie de Somme. Et on avait une semaine où on devait. Donc tout était frais payé, hein, on ne payait rien. Et on avait une semaine où on devait créer un concept de start-up, en combinant un peu nos compétences parfois qu'on a dans le groupe. Et on avait en fait en même temps des cours d'entrepreneuriat le matin avec des vrais intervenants qui étaient pertinents, dont d'ailleurs il y a certains intervenants que j'ai interrogés après dans mon podcast. Et en fait, ce genre d'événement-là, ça permet de se réunir, de voir qu'on n'est pas seul, de voir qu'il y a plein de gens qui font des trucs hyper intéressants. Et ça nous rebooste, en fait, ça rebooste ça. Et ça, j'ai vraiment beaucoup aimé. Et après, il y a aussi, par exemple, les écoles d'été, dans le même style. Ça, c'est plus connu. Les écoles d'été, bah, en fait, c'est la même idée, sauf que là, ça sera sur des thématiques un peu plus poussées souvent autour des thématiques, enfin, autour de domaines qui sont liés au sujet de thèse. Et là, on rencontre encore une fois plein de doctorants, mais là, cette fois-ci, c'est plein de doctorants de partout. C'est pas forcément qu'un seul collège doctoral, c'est partout dans la France. Et parfois, c'est en anglais, parfois, il y a des internationaux, etc. Et donc là, ça ouvre encore plus les chakras, et c'est souvent quand ça s'appelle, c'est souvent dans un environnement qui est propice à l'imagination, c'est dans la nature, en plein milieu des montagnes. Moi, c'était le cas pour une école d'été à Péresque, par exemple, un village de 2 habitants. Bon, je peux vous dire que 2 habitants. Mais c'était incroyable. Genre, le paysage était juste exceptionnel. On était en haut d'une montagne et il y avait le son. On voyait parfaitement les étoiles. J'ai jamais vu ça de ma vie, quoi. Donc ça, c'est vraiment ressourçant. Et là, ça m'a fait penser à autre chose. Je pense aussi qu'il y a un truc que j'ai adoré dans cette thèse, mais même, je pense qu'on ne suis pas le seul. Hein, c'est juste le fait, par exemple, de participer à des conférences. Donc le fait de voyager partout un peu dans le monde, voir encore plus de gens. Enfin, finalement, ouais, la communication et la rencontre, je trouve que c'est hyper stimulant. Voilà. Et donc, ça veut dire que la représentation qu'on peut avoir du chercheur un peu isolé sur son écrit, dans sa réflexion, c'est carrément faux et imaginaire parce que vous êtes extrêmement en réseau, que c'est très collégial comme activité. Ah bah, pour le coup, je m'efforce de faire baser ce message sur LinkedIn. Mais effectivement, oui, voilà, l'image du chercheur parfaitement isolé, c'est complètement faux. Et en fait, pour moi, un chercheur qui est parfaitement isolé, mais en fait, il devient fou parce que s'il est parfaitement isolé, du coup, ses idées sur lesquelles il bloque, bah, il va bloquer encore plus longtemps que prévu. S'il trouve quelque chose par un miracle, bah, en fait, il n'arrivera pas à le communiquer parce qu'en fait, il va faire un article dans lequel il n'y a que lui qui comprend ce qu'il fait. Et pareil, au niveau de la communication, peut-être qu'il va présenter des trucs, mais on va rien comprendre. Enfin, pour moi, c'est voué à l'échec, cette idée-là de vouloir rester isolé. Et par nature, on n'est pas du tout isolé, comme tu dis. Moi, dans ma tête, j'ai eu la chance d'être dans un projet européen qui réunit plusieurs partenaires universitaires européens, qui m'a permis de voyager encore plus que juste avec les conférences. Donc, mais sauf que c'est des jours de 3-4 jours tous les 3-4 mois. Mais enfin bref, c'était quand même assez plaisant d'avoir ce moment finalement pour évacuer. Et effectivement, je pense que cette idée-là du chercheur isolé, c'est un stéréotype, je ne sais pas trop d'où il vient. Mais c'est complètement faux. C'est complètement faux et je pense que ça se vérifie. Même quand je parle à d'autres doctorants, il n'y a aucun qui n'a aucun que je connais qui est vraiment isolé. Si on est isolé, c'est parce que pour le coup, on le veut, parce qu'on reste chez soi et on veut aucune interaction avec le labo et on ne veut participer à aucun colloque, on veut participer à aucun. Enfin, je veux dire, c'est pour le coup. Et pour le coup, on se rend compte, je pense, assez rapidement que c'est une mauvaise idée. On va parler son maintenant. Quelle place, de manière très générale, est-ce que le son occupe dans ton existence ? Du coup, oui, alors le son. Alors. Je sais pas, on peut remonter loin. On peut dire, quand j'étais petit, je faisais des montages vidéo sur YouTube et j'avais beaucoup calé les montages par rapport aux musiques. Mais YouTube était méchant et me strikait les musiques souvent. Et donc, du coup, ça m'arrivait d'avoir des montages où j'ai passé des heures dessus. Et en fait, quand je l'ai mis en ligne, bah, la musique est disparue. Et donc, du coup, on voit pas que le montage s'est calqué sur la musique et on comprend rien. Après, je me suis rendu compte assez rapidement que j'aimais beaucoup le montage vidéo dans tous les cas. J'ai commencé à intégrer, quand je suis arrivé à Centrale Lille, l'association audiovisuelle de l'école. On a beaucoup rebossé avec des amis, on était devenus membres du bureau et tout. Moi, j'étais secrétaire. Et à ce moment-là, bah, en fait, on a fait plein de courts-métrages, par exemple. On a couvert des événements et tout. Donc, la question du son, bah, en fait, tout était... Enfin, je veux dire, il y a toujours cette question d'avoir des musiques, de pouvoir interviewer des personnes, de pouvoir
faire des montages derrière et récupérer des informations utiles. Donc moi, ça m'a toujours plu. Et ce que j'adorais, surtout quand j'étais à ce niveau-là, c'était que j'adorais faire des montages qui, derrière, je savais que ça allait être drôle. Et donc, du coup, ça allait faire rire toutes les personnes qui allaient le voir instantanément dans le foyer où il y a quelques genre 200 personnes ou je sais pas quoi. Donc c'était un bon moment, ça. Et donc même pour les courts-métrages, j'avais encore ce problème-là quand même de pouvoir utiliser des musiques libres de droit. Et donc ce qui était bien, c'est qu'on avait à l'époque des étudiants qui étaient dans l'association de musique qui pouvaient nous créer des musiques. Donc là déjà, ça solutionnait le problème. Après, moi, j'ai découvert en parallèle de ça que en fait, quand j'avais fini ma deuxième année à Centrale à peu près, on pouvait générer des musiques par IA. Et j'étais hyper impressionné. Et là, j'ai commencé à les utiliser pour quelques montages. Et même, c'est ça qui m'a intéressé, ça qui m'a donné envie de faire le projet de musique en première année de recherche. Voilà, parce que pour le coup, je trouvais ça juste exceptionnel ce qu'on pouvait faire. Maintenant, on continue dans l'histoire. Après, bon, j'ai pas trop eu le temps de faire du montage vidéo depuis ce master de recherche. J'avance, donc j'arrive à ce doctorat. Et au doctorat, avant d'arriver au doctorat, je me dis, mais j'ai vraiment envie de faire un contenu audio. Parce qu'en fait, au départ, je voulais faire un contenu vidéo, genre une chaîne YouTube pour parler du doctorat, mais je n'étais pas sûr que c'était une bonne idée parce que, vu le temps que ça prend de faire des vidéos, je le savais que je voulais pas avoir trop de difficultés à faire mes montages. Donc, je me suis dit, non, on va faire un truc plus simple, on va faire un podcast. Ce sera très bien, on n'a pas besoin d'avoir les vidéos et on va juste se concentrer sur le son. Et c'est là que j'ai eu cette idée de créer un podcast pour le doctorat que j'ai lancé, du coup, il y a à peu près 2 ans là. Et après, du coup, avec ce podcast, donc déjà la musique, pas la musique, mais tous les intervenants, je les enregistre maintenant avec un micro très très simple, Rode, qui m'impressionne parce qu'en fait il est tout petit, mais il fait des miracles. C'est lequel? C'est le Rode Wireless 2, je sais plus quoi. Okay. C'est utilisé par tous les gens sur Instagram ou sur YouTube. Puis voilà, un petit carré, c'est pas du tout discret en général. Et pour le coup, ça fait super bien son job. C'est pensé pour enlever le bruit quand il y a du vent. Mais moi, j'enregistre mes podcasts dans des salles où il n'y a pas de vent. Donc, c'est super. Et donc, ouais, peu à peu, voilà. Au départ, j'ai pas ce micro. Au départ, je prenais le micro de mon Mac ou le micro d'un casque. Puis, j'ai acheté ce micro. Et puis après, en fait, les personnes qui étaient en ligne, comme je te disais, j'utilise un logiciel pour retravailler leur son. Mais c'est une IA, en fait, qui est magique un peu, qui retravaille tout. Et du coup, oui, voilà, au niveau du son, j'adore l'écouter, j'adore l'utiliser pour mes montages. Et donc, oui, ça, c'est quelque chose qui occupe pas mal ma vie, ouais. Et au niveau des musiques générées par IA, en fait, là, aujourd'hui, je trouve que je suis encore plus impressionné qu'avant sur ce qu'on peut faire. Et je trouve ça super de me dire que je peux utiliser enfin des musiques sur lesquelles je peux caler mes montages et YouTube ne va pas me l'enlever. C'est-à-dire que tu les fabriques, ces musiques-là. Enfin, du moins, oui, t'es à l'origine de leur génération, peut-être. Ouais. Là, pour le coup, je suis pas dans une équipe qui fait des IA qui peuvent générer des musiques. Après, peut-être qu'en ligne, il y a des projets open source où on peut le faire, effectivement. J'ai pas participé à ça, mais c'est juste qu'effectivement, il y a des gens qui ont fait le job et en fait, ils proposent tout simplement de générer la musique à partir d'un prompt, comme sur ChatGPT. Et c'est hyper impressionnant. Et même récemment, j'ai vu une maître de conférence à Strasbourg, dédicace à Nancy Rebaud, qui met en ligne sur LinkedIn des musiques qu'elle fait pour ses cours sur les stats. Et c'est hyper marrant, du coup, je trouve ça sur le principe hyper drôle. Je sais pas si les étudiants vont vraiment l'utiliser, mais l'idée de pouvoir se dire que maintenant sur un cours, je mets une chanson et que la chanson va permettre de frontir le cours. Si j'avais eu ça en terminale pour l'histoire, j'aurais kiffé, quoi. Ouais, j'imagine, c'est génial. Alors, est-ce que toi-même, alors je vais te poser plein de questions justement sur ton passé sonore, entre guillemets. Donc, est-ce que tu joues ou tu as joué d'un instrument de musique? Non, alors pour le coup, j'aurais bien aimé, mais en fait, j'ai essayé de me mettre au piano au moment où je faisais le projet de recherche sur la musique parce que c'était lié et donc du coup je voulais un peu plus d'informations sur le domaine pour être un peu plus calé pour mon projet de recherche, mais j'ai pas trop accroché au final, j'ai pas réussi à être assez régulier, j'avais pas le temps en fait. Non, j'ai pas à part cette petite expérience là, j'ai jamais vraiment joué d'un instrument. Mais par contre, t'écoutes de la musique? Ah oui, par contre, ça, sur le coup, oui, j'écoute de la musique assez souvent, ouais. Ok, t'as des genres de prédilection? J'ai pas vraiment de genre de prédilection, juste dès que j'aime, je le mets dans ma playlist, mais en fait, c'est vraiment tout et n'importe quoi, il n'y a pas de genre particulier. Tu vois, même les genres de musique créée par des IA, tu vois, en ce moment, je suis sur ça, donc c'est pas du tout, il n'y a pas du tout de genre, enfin, il n'y a pas... Est-ce que tu écoutes la radio? Alors, il y avait une époque où j'écoutais un peu, mais plus trop du tout. Enfin, il y a un moment où j'aimais bien écouter Julien Courbet, là, avec les émissions sur les arnaques, parce que
juste parce que je trouve que c'est hyper informatif pour pas se faire arnaquer soi-même. Et je trouvais ça marrant la façon dont il animait, donc j'aimais bien ça. Mais à part ça, en vrai, ou alors quand j'étais au collège Skyrock, mais bon, c'est pas fou. Genre, il n'y a pas de. Non, on va être assis parfois. Ouais, non. En fait, non, il n'y a pas de. Il y a pas vraiment. J'écoutais pas vraiment si souvent que ça à la radio, en fait. Mhm. Est-ce que tu écoutes toi-même des podcasts? Ouais, alors les podcasts, j'en écoute plein. Il y a le tout premier que j'avais qui m'a fait vraiment adorer les podcasts, c'était Génération Do It Yourself de Mathieu Stéphanie. C'est un podcast centré sur l'entrepreneuriat qui est très connu parce que c'est genre, je pense, le premier podcast français dessus. Et Mathieu fait très très bien son taf. Et là, après, bon, moi, ça m'arrive d'écouter d'autres podcasts autour de l'entrepreneuriat, mais là, c'est assez varié, il n'y a pas de préférence. Comment tu définirais le podcast? C'est quoi un podcast? Alors, pour moi, un podcast, c'est une façon de communiquer des informations qui sont normalement assez secrètes de par une interview, souvent, avec une ou plusieurs personnes sur des sujets assez variés. Donc, en fait, le format le plus classique, c'est interviewer une personne sur sa vie et ensuite retirer derrière des apprentissages. C'est déjà hyper intéressant. Mais moi, le format que j'ai choisi pour mon podcast, par exemple, c'est plus inviter plusieurs personnes, parce que dans l'idée, ce que je voulais, c'était, vu que c'est un podcast sur le doctorat qui va apporter des informations sur le doctorat, je voulais que chaque thématique soit abordée par des experts de la thématique, et comme je savais qu'il n'y avait pas eux qui pouvaient tout dire sur la thématique, je me suis dit qu'en réunissant plein de personnes, ça allait faire des points de vue complémentaires, un vrai débat, et que derrière, en fait, on allait avoir une sorte de vraie réponse qui allait émerger de tout ce qu'on a dit. Mais voilà, ça dépend de l'objectif de ce qu'on veut faire, et il y en a, voilà, donc pour moi, un podcast, c'est juste un lieu d'échange dans lequel on est plus amène à communiquer sur des sujets pour lesquels on parle pas forcément, on parlerait pas forcément dans la vraie vie, parce qu'en fait, on n'est pas forcément invité à parler à ce sujet-là dans la vraie vie, et donc du coup, on n'a pas forcément envie d'en parler comme ça. Mais l'intérêt du podcast, c'est justement de prendre le temps d'aller chercher des informations qui peuvent intéresser une audience assez large, et la partager avec tout le monde, et en plus après derrière être utile sur plusieurs années, quoi. Et du coup, il y a une vraie dimension informative dans la façon dont tu le perçois. Dans la façon dont je perçois, il y a ça. Alors, évidemment, il y a des podcasts qui sont plus du divertissement, mais moi, je les écoute pas trop ceux-là. C'est pour ça que je suis. Ah si, il y en a un que j'aime bien dans le divertissement. Tiens, ça me fait penser. C'est un podcast avec Fabien Olicard, Labajon, les Décaféinés. Alors, je sais plus du tout comment il s'appelle, parce que là, ça a un petit temps que je l'ai pas écouté, mais il y a un moment, je l'écoutais vraiment. Et c'est un podcast avec des comédiens, en fait, et je trouvais ça drôle ce qu'ils faisaient, et donc du coup, moi, ça me plaisait bien d'écouter. Donc ouais, t'as raison. Il y a ça peut être aussi vu comme un moyen de divertir. Mais voilà, donc il y a ce côté à la fois, donc il y a un peu de divertissement, informatif, et parfois les deux, parce qu'on peut aussi divertir en avant. Et est-ce que tu as des lieux, des conditions particulières pour écouter soit de la musique ou soit du podcast, ou est-ce que c'est juste une envie comme ça? Finalement, est-ce qu'il y a un contexte pour écouter l'un ou l'autre, ou du silence d'ailleurs? Alors, je sais pas trop. Parfois, je peux écouter. Ça dépend des moments, j'ai des phases. Il y a des moments où j'ai envie de les écouter dans le métro. Il y a des moments où je les écoute quand je fais la cuisine. Des fois, quand je vais nager, j'ai des écouteurs qui vont sous l'eau et je mets un podcast en fait. Ce que j'aime bien, c'est justement, en fait, voilà, le podcast, pourquoi j'ai choisi ce format-là aussi, c'est parce que je me suis dit, l'avantage, c'est qu'on peut l'écouter dans n'importe quel contexte, et donc, du coup, c'est assez pratique à ce niveau-là, et c'est ça que j'ai adoré et que je voulais un peu reproduire, en fait. Et donc, ouais, moi, ça peut être vraiment n'importe où, hein. Il n'y a pas de. Alors, c'est vrai que j'aime pas trop mettre mon podcast quand il y a des personnes autour de moi parce que je ne vais pas les déranger. Si j'ai pas d'écouteurs, hein. Sous-entendu, si j'ai des écouteurs, c'est pas grave. Mais sinon, quand j'ai des écouteurs, ça peut vraiment être n'importe où, quoi. Tu le partages pas, c'est quelque chose que tu vis seul, l'exercice d'écoute du podcast. Ça, c'est vrai, ouais, c'est quelque chose que je vis souvent seul. Alors, s'il y a des extraits que j'aime bien, je les partage, mais c'est pas un truc, j'ai pas un rituel avec quelqu'un. C'est vrai que je pense que même par essence, quand on met un podcast, on n'est pas souvent avec des personnes. Je vois pas deux personnes s'allonger comme ça et écouter le podcast. Eh ben, alors, je te dis ça parce qu'il y a des stats qui sortent sur les modalités d'écoute, et ça se fait beaucoup dans un cadre parental. Tu vois, dans un mode éducatif, etc. On est en voiture pour aller au travail ou à l'école. Et sur le trajet, on va lancer un podcast qu'on va écouter ensemble. Puisque, bon, on n'a pas toujours des choses à se raconter qui sont passionnantes. Et du coup, on en échange. Et donc, c'est un contexte d'écoute ensemble. Bien sûr. Mais alors là, du coup, j'ai pas du tout pensé à ça. J'avoue que moi, je prends pas encore assez souvent la voiture pour pouvoir te dire que j'utilise dans la voiture. Mais et ouais, franchement, c'est intéressant cette stat. Franchement, ça m'apprend des choses. Et ça ne m'étonne pas parce qu'il y a aussi des podcasts. Je connais des gens qui font des podcasts pour, par exemple,
faire des histoires pour les enfants. Et donc, du coup, effectivement, ce genre de podcast-là, c'est pas un adulte qui va l'écouter, donc forcément que ça se partage. Mais oui, bien sûr, c'est pas du tout exclusif à... Il y a plein de façons de le consommer, le podcast. Est-ce que tu es sensible ou tu te penses sensible à la voix? À la voix... Ça veut dire quoi, sensible à la voix? Ça veut dire, est-ce que, par exemple, pour toi, une voix, ça véhicule une information, point, ou est-ce que les émotions que ça va véhiculer, la douceur, ou le timbre, ou l'accent, toutes ces choses-là, ça va être des choses que tu vas repérer et auxquelles tu vas être particulièrement réceptif? Ouais, pour le coup, ok, je vois ce que tu veux dire. C'est vrai que oui, je suis un peu sensible à ce genre de... J'ai pas l'oreille absolue, hein, mais ce que je veux dire, c'est qu'effectivement, je suis assez sensible à l'émotion que la personne qui parle veut véhiculer. Et, donc, et parfois, il y a des personnes qui, naturellement, en fait, leur voix véhicule quelque chose, et donc, du coup, ça donne vraiment envie d'être écouté. Mais ouais, en vrai, en général, d'ailleurs, j'ai une anecdote par rapport à la voix. Toutes les personnes qui sont sur mon podcast me disent tous, presque à l'unanimité, qu'elles n'aiment pas leur voix. Évidemment, je pense que c'est quelque chose que personne n'aime en général, parce que c'est pas souvent agréable d'écouter sa propre voix, mais en fait, en réalité, derrière toutes les voix, il n'y en a pas une seule où je me suis dit, tiens, cette voix-là, c'est pas fou dans mon podcast. Jamais je me dis ça, et je pense que ça n'existe pas. Enfin, une vraie voix qu'on n'aime pas, faut aller la chercher loin, il faut la créer, en fait. À la limite, faut créer ça dans un studio, et là, pour le coup, ça peut poser problème, mais si c'est très très aigu, par exemple. Mais ouais, non, sinon, en fait, et ce que j'aime bien, je trouve, dans mon outil qui retravaille un peu le son, en fait, comme je te dis, il fait une voix de studio, donc il transforme un peu la voix des personnes. Alors, quand c'est trop ridicule, en fait, je prends pas l'outil. Parce que tu vois, par exemple, l'épisode 1, il y a une personne qui parlait au téléphone et qui avait un écouteur, le son était vraiment pas fou. Et je me suis dit, qu'est-ce qu'il va faire, cet outil, sur ça? Il a transformé la voix comme si c'était un chipmunk. Alors, du coup, je me suis dit, Oups. bon, je vais peut-être pas l'utiliser pour celui-là. Et pour tous les autres, il y avait plus ce problème-là. Donc, maintenant, je demande à tout le monde de prendre au moins le micro dans le casque parce que je sais que ça va pas arriver avec ça. Mais, donc, il y a une petite modification de la voix, mais la modification n'est pas désagréable parce que vraiment, ça rend vraiment la voix un peu plus prenante, ça donne plus envie d'écouter le podcast finalement parce qu'on rentre dedans, quoi. Donc c'est bien pensé leur outil, quoi. Vraiment, il s'appelle, c'est comme il est pensé pour les podcasts. En fait, il fait bien son travail à ce niveau-là. Et quel est ton rapport? Alors là, on quitte un peu la voix momentanément et le son. Quel est ton rapport à l'image cette fois et aux écrans? L'image, de toute façon, je t'ai dit, tout ce que j'aimais, c'était multimédia. Donc le montage vidéo, c'est le son et l'image. Ça va pas l'un sur l'autre. Donc en fait, moi j'adore. À 6 ans, j'étais sur un écran. Parce que, en fait, j'ai remarqué que ma tante qui nous gardait, elle était sur MSN. Et je me suis dit, mais c'est quoi ce truc MSN? Alors, je vais dessus, je me crée un compte. Et je me dis, mais c'est bien, mais j'ai personne, je peux parler à personne. Alors, du coup, je vais convaincre mes amis à l'école de créer un compte MSN pour qu'on puisse parler. Et donc, du coup, à 6 ans, je me mets à parler avec MSN je me mets à parler sur MSN avec mes amis. Après, peu à peu, en fait, je deviens un peu, entre guillemets, un geek sur certains points. Donc, il y a un moment, j'ai une phase où j'adore les jeux vidéo. Il y a une phase où, en fait, j'adore juste le montage vidéo. Où j'ai une chaîne YouTube, où j'ai des communautés sur YouTube, et peu à peu, en fait, moi, l'écran, l'informatique, ça a toujours été quelque chose qui m'intéressait. Et au final, j'en fais mon métier aujourd'hui, alors que de base, j'étais plus dans la partie divertissement que dans la partie production d'algorithmes, etc. Mais donc, ouais, donc l'écran, moi, c'est quelque chose qui, évidemment, était très présent depuis que je suis petit, en fait. Quand j'y réfléchis, c'est quelque chose parce que j'ai toujours aimé un peu bidouiller les choses pour que ça fonctionne, tu vois, genre si le Wi-Fi fonctionne pas, comment faire pour que ça refonctionne, après quand ça fonctionne pas, comment faire pour que ça refonctionne, s'il y a un truc qui n'a pas d'ordinateur, comment je le répare, enfin, etc. Est-ce que tu aimes lire? Alors, lire quand j'étais petit, c'était pas tellement ce que je préférais, parce qu'en fait, en général, quand on est petit, les livres qu'on nous donne à lire à l'école, par exemple, ce sont pas des livres hyper intéressants tout le temps. Il y en a quelques-uns que j'ai dévorés, mais c'était rare. Mais sinon, naturellement, j'avais pas du coup cet enclin à lire parce que les livres qu'on me donnait à lire, je trouvais qu'ils étaient pas bien. Du coup, je me disais, peut-être que les livres en général, ça me va pas. Donc, j'ai pas pris du temps là-dessus. Par contre, maintenant, aujourd'hui, j'ai changé un peu d'avis et je commence à lire de plus en plus de livres. Mais en fait, je trouve un peu mon plaisir en ce moment dans les livres qui parlent d'expérience entrepreneuriale. Et il y en a un qui m'intéresse énormément en ce moment parce que du coup, il y a tout ce que j'aime dedans. C'est le conducteur de Pixar qui s'appelle Ed Catmull. Il a créé Pixar, mais il était docteur de base. Et en fait, il a parlé du début de Pixar dans ce livre en disant, par exemple, on n'arrivait pas à faire de l'animation d'images comme ça sur ordinateur. C'était impossible à l'époque. On a créé une équipe de recherche. Donc on a vraiment toute l'expérience de recherche qui a mené jusqu'à la création d'une équipe qui a réussi au final
à faire émerger donc Pixar. Et donc c'est hyper satisfaisant. Donc il y a tout, il y a l'entrepreneuriat, il y a le côté recherche, il y a le côté multimédia, parce qu'en fait Pixar c'est de l'animation vidéo, donc c'est vraiment tout ce que j'aime est dans ce livre en fait. Et là je suis en train de parcourir les pages, et toutes les pages que je lis, je me dis putain ça je pourrais en faire un post parce que c'est super intéressant. Par exemple là il y a un concept sur lequel j'ai fait un post, c'est un concept hyper... on peut parler en fait au début de cette interview. À Pixar, ils appellent ça le brain trust. Le brain trust, c'est quoi? C'est l'idée de dire, ok, on a une histoire, on a des débuts on a un draft, un brouillon du dessin animé qui a été fait par les dessinateurs. On montre ça à 5 personnes dans une salle, et chacun doit donner un retour franc sur le dessin animé. Mais vraiment franc. Faut pas prendre des pincettes. Faut dire ce qui va, ce qui va pas, et après on avance. Et en fait, du coup, il y a marqué que naturellement, les gens arrivaient de plus en plus à le faire, et que ce genre de réunion-là permettait de très rapidement passer d'une histoire médiocre à une super histoire finalement quelques mois, quelques années, mais quand même, c'était quelque chose qui était très ancré dans la culture de Pixar assez tôt, et qui les a sauvés la vie, qui leur a sauvé la vie. Et en fait, ça, c'est exactement ce qui se passe, et il le dit lui-même dans le livre d'ailleurs, mais moi j'y ai pensé avant quand il a écrit. Il a juste confirmé mon intuition là-dessus, c'est que ça, c'est le peer reviewing en recherche. C'est un peu l'idée que on va, par exemple, quand on va dans une conférence, qu'on écrit un article et que derrière on a des retours des reviews, c'est des retours francs. Alors, en général, on ne veut pas te casser. On ne cherche pas forcément à juste avoir raison. On veut juste te donner des retours pour améliorer ton article. Et en fait, ça permet derrière d'avoir de meilleurs articles. Mais même avant ça, avant la review, ce que je disais, le fait de pouvoir parler avec des personnes de son laboratoire, de ses collègues sur ses problématiques de recherche, sur ses pistes, sur son article, sur sa présentation, tout ça, ça permet de transformer des présentations des articles médiocres en des trucs exceptionnels en fait. Et c'est quelque chose, c'est notamment un des aspects que je trouve hyper intéressant, c'est ces échanges un peu francs, mais pas dans la volonté de gagner un débat, ou juste de dénigrer un peu le travail d'une personne, mais vraiment juste pour faire avancer ensemble la résolution d'un problème. En fait, c'est sans ego. Ce que tu me décris, c'est que le chercheur, par définition, Exactement. son ego, il le met de côté, parce qu'en fait, il œuvre à quelque chose de plus grand qui est collectif. Alors, c'est ça, c'est la majorité des chercheurs pour moi. Il y a évidemment des exceptions, mais voilà, c'est vraiment ce que j'aime. C'est un des aspects que j'aime beaucoup dans la recherche, et je l'ai retrouvé dans le livre. Et ce livre-là, du coup, je suis en train de le dévorer, par exemple, parce que c'est vraiment quelque chose qui est passionnant pour mon cas. Mhm. Et après, il y a d'autres livres, évidemment, que j'aime bien lire. Alors, ça peut être des livres. Alors, il y a un livre dans mon laboratoire qui s'appelle La Horde du Contrevent de Damasio, et qui est connu. Mais en fait, pourquoi je dis dans mon laboratoire? Parce que c'est un livre que tout le monde a dévoré dans mon laboratoire. Donc, du coup, quand tout le monde l'a lu dans son laboratoire, on ne peut être que curieux et se dire, mais pourquoi est-ce qu'ils ont lu tout ce livre? Est-ce il y en a qui l'ont relu plusieurs fois? Mais du coup, voilà, je comprends. Mais ce que je veux dire, c'est que voilà, il y a aussi des choses qui font qu'en fait, j'ai envie de lire des livres, parce que en fait, mon entourage ne me parle que du bien. Mais c'est vrai que spontanément, les livres que je vais dévorer en ce moment, c'est plus des livres d'entrepreneuriat avec des histoires assez puissantes qui sont liées un peu à moi parfois. Mais voilà, après, c'est vrai que l'exercice de lecture, moi, je l'aime beaucoup en vérité, et je pourrais aller beaucoup plus loin plus tard. C'est un truc que j'ai en tête pour plus tard. On a parlé précédemment de l'importance du récit, finalement du storytelling, dans notamment le partage de la recherche. Justement, je pense avoir une réponse là, à l'issue de ce dont on vient d'échanger. Mais c'est quoi ton rapport justement aux histoires, aux narrations? Est-ce que tu es sensible à la magie que peut apporter une bonne narration? Ouais, mais ça, totalement, en fait. Ça, c'est clair que dans une histoire... alors, pour le coup, par exemple, genre, il y a une série que j'adore sur Netflix qui s'appelle Dark. C'est une série avec des voyages temporels. Et enfin, je trouve que c'est un peu compliqué à comprendre, hein, mais je trouve que la façon dont c'est fait, c'est juste incroyable au niveau de l'histoire, comment c'est véhiculé, les personnages, les rebondissements, ça s'arrête jamais. Enfin, c'est complètement fou. Et effectivement, moi, j'adore le storytelling, et me plonger dans des histoires avec des vraies valeurs, qui apprennent des choses, qui donnent la motivation, Donc moi ça me touche particulièrement, effectivement, ce genre de choses. Même, par exemple, j'adore les animés japonais. Enfin, j'aime beaucoup les animés japonais. Et ce qui est bien, c'est que dans la mentalité japonaise, il y a aussi cette mentalité du personnage qui va persévérer, qui va se motiver même quand ça va pas, et qui va surmonter des obstacles, bref. Et cette mentalité-là,
qu'il y a dans la recherche, j'aime bien la retrouver dans des dessins animés comme ça, en fait. C'est juste, ça remotive aussi, ça permet de se rendre compte qu'en fait, il y a d'autres domaines dans lesquels, par exemple, il y a un animé que j'adore sur le volley, je sais plus comment il s'appelle, je crois qu'il s'appelle IQ, et en fait, on voit une équipe de volley qui progressivement devient champion de la région, bref, et en fait, on voit un peu toutes les étapes. Au début, comment ils ratent un peu leur match. Puis après, ils se rendent compte qu'il y a des duos qui fonctionnent super bien. Puis après, ils ont des nouvelles techniques. Puis après, ils se rendent compte qu'il y a une nouvelle technique, elle est contrée. Donc, ils doivent refaire autre chose. Enfin, je trouve ça hyper intéressant, en fait. Que c'est à la limite de donner envie de devenir volleyball, faire du volleyball de façon professionnelle. Mais enfin, je ne l'ai pas fait. Mais voilà, bref, il y a vraiment des trucs comme ça où je suis hyper intéressé par ce que j'apprends dans certaines histoires, quoi. Alors, on va parler plus précisément de ton podcast maintenant, puisqu'on a balayé de manière générale le son. Ce podcast, quelle place il occupe dans ta situation de doctorant? Ce que je veux dire par là, c'est que est-ce que c'est une émanation de ta recherche? Est-ce que c'est quelque chose en marge, en parallèle? En fait, dans quelle mesure ça s'entrecroise tout ça? C'est complètement en marge, hein. C'est pas du tout, ça ne nourrit pas vraiment mon sujet de recherche. Parce que le but, c'est de parler du doctorat, mais pas de mon doctorat. Le but, c'est de parler du doctorat, l'expérience du doctorat pour toutes les personnes qui se questionnent à ce sujet. Et donc, en fait, non, c'est pas du tout quelque chose qui est lié à mon sujet de thèse. Est-ce que le volet réflexif que ça permet ne contribue pas néanmoins à te faire avancer dans ton travail? Ah si, par contre, ça m'ouvre les chakras complètement. Il y a beaucoup d'informations que je découvre moi-même en enregistrant le podcast et qui peuvent potentiellement me servir. Par exemple, un podcast sur l'insertion dans le privé des jeunes docteurs. On parlait tout à l'heure de transition professionnelle dans une équipe de R&D. En fait, j'ai appris que quand on est jeune docteur, il y a en France une aide de l'État pour les entreprises qui s'appelle le crédit impôt recherche. J'étais pas du tout au courant de ça, donc c'est sur 2 ans en plus. Donc c'est un système qui permet de rembourser sur 1 ou 2 années, je crois, le salaire, quasiment tout le salaire d'un docteur, d'un jeune docteur qui arrive en entreprise, voire c'est même rentable pour l'entreprise parfois. Et donc du coup, en sachant ça, ça veut dire que déjà on a un argument supplémentaire pour être recruté dans des boîtes. Donc ça pourrait me servir si jamais finalement je découvre que le salariat c'est pour moi. Et il y a plein de trucs comme ça que j'apprends, tu vois, j'étais pas du tout familier avec les sciences humaines et sociales avant. Puis finalement, en m'ouvrant à ça avec le podcast, maintenant je comprends beaucoup mieux ce qu'ils vivent, je comprends beaucoup mieux pourquoi les épisodes de début que je pensais être vraiment que pour les doctorants en sciences exactes, en fait ils sont pas du tout que pour les doctorants en sciences exactes, ils sont pour plein plus de doctorants que ça. Et en fait, j'arrive à avoir finalement une vision beaucoup plus large de tout ce que c'est que le doctorat, de tout ce que ça implique, de tout ce que ça peut apporter, de tout ce que ça peut causer aussi. Bref, c'est quelque chose, ça me fait une prise de recul énorme en fait sur ma propre expérience, quoi. D'ailleurs, ce qui est un peu aussi, ce que je devrais dire quand même aussi, c'est que en arrivant dans le doctorat, je voyais que l'expérience que je vivais, c'était vraiment super, que j'avais des super encadrants, que j'avais un super sujet, que j'adorais et tout ce que je faisais. Mais en faisant le podcast, je me suis rendu compte qu'en fait, c'était pas la norme chez les doctorants. Et j'étais persuadé, moi, un peu naïvement, que en fait, le doctorat, en général, on kiffait ce qu'on faisait et que en fait, tout se passait bien et qu'il n'y avait pas de problème. Et non, enfin, du coup, non. Et j'ai appris, et du coup, là, j'ai pris du recul et je commence à comprendre un peu. Je commence à comprendre, mais j'ai vraiment je me rends compte de la chance que j'ai d'être dans cet environnement, quoi. T'apprécies différemment ton expérience. C'est ça. Comment donc oui, donc parce que tu savais pas que tu allais faire un doctorat et que tu t'es retrouvé presque propulsé là par un groupe de circonstances qui se sont alignées, et donc tu t'es dit d'autres sont dans cette situation. À ce moment-là, est-ce que tu avais cherché justement des réponses dans des podcasts que tu n'as pas trouvées? Alors, à ce moment-là, je n'étais pas familier avec le podcast encore. Mais j'avais cherché sur Internet, tout bêtement, hein, sur YouTube, sur Internet, tout ça. J'avais pas vraiment la réponse que je voulais. Je trouvais que, en fait, on avait eu des réunions dans le master de recherche à propos du doctorat. Ça a duré 1 heure et 1 heure et demie, je sais plus, et c'était pas du tout complet, en fait. Et donc, du coup, moi, j'avais même pas, à ce moment-là, quand j'étais même pas sûr de faire une thèse, j'écoutais à moitié cette réunion, et donc, du coup, elle m'a pas beaucoup aidé. Et en plus, le pire, c'est que la réunion, on parlait dedans aussi des doctorats étrangers, mais le doctorat étranger, la deadline par rapport à la réunion, c'était genre 1 semaine après ou 2 semaines après. Et donc, du coup, je me suis dit, bon, il faudrait bien quand même, ça serait bien quand même, ça aurait été bien d'en parler peut-être beaucoup plus tôt de ça. Et donc, du coup, ce podcast aussi, je savais que là, j'ai pas encore fait cet épisode-là, mais il est dans les backstage, la question de faire le doctorat international, parce qu'il faut s'y prendre vraiment à l'avance si on veut faire ça, quoi. C'est pas un truc qu'on peut choisir comme je l'ai fait moi en 1 mois, quoi.
Donc, et donc du coup, c'est vrai que ça, c'est un truc qui est hyper important que je devrais faire, que j'ai pas encore fait, qui aurait dû être dans les premiers épisodes, mais bon, tu viens de me le faire rappeler là. Mais du coup, alors faire du podcast pour toi, c'est quelque chose de très altruiste. C'est-à-dire que tu vis une expérience et tu as envie d'outiller d'autres personnes pour que limite, elles aillent encore plus vite et plus facilement sur le chemin du doctorat si elles souhaitaient l'emprunter. Bah, sur ce coup-là, ouais, parce que en fait, au départ, je voulais faire de la création de contenu. J'étais persuadé de vouloir faire ça parce que je savais que ça allait m'apporter quelque chose. Je ne savais pas trop le sujet, si c'était... Enfin, le doctorat, ça m'est venu que finalement assez tardivement. Je ne savais pas trop si j'allais faire sur l'IA, sur mon sujet de thèse, comme tu disais, ou sur d'autres trucs. Et en fait, je me suis dit, bon, tant qu'à faire un truc comme ça, peut-être que j'aurais fait un truc qui aide des gens. Qu'est-ce qui pourrait aider les gens, genre aujourd'hui, qui n'existe pas? Qu'est-ce qui m'aurait pu m'aider moi, mais que j'ai pas pu avoir? Et du coup, c'est comme ça que ça m'est venu cette idée. Et je me suis dit, dans tous les cas, je vais apprendre des choses. En vérité, c'est altruiste, mais je sais que ça m'apporte aussi des choses derrière parce que je peux communiquer avec, inviter des personnes, parler avec elles, avoir des nouvelles relations, créer des opportunités comme ça. Donc en fait, moi, ça me dérange pas parce que c'est donnant, c'est-à-dire que je fais cet exercice-là, ok, je suis pas payé, ok, ça prend du temps, ok, c'est vrai que ça peut être fastidieux, mais en vérité, moi, j'apprécie beaucoup déjà l'échange que j'ai avec les personnes, et derrière, moi, ça m'ouvre des opportunités différentes. Donc je trouve que derrière, on me redonne la balle, quoi. C'est pas juste, je sais pas, c'est pas du pur altruisme non plus, quoi. Je suis content de pouvoir participer et d'aider les gens, et je suis aussi content d'ailleurs que automatiquement, bah, en fait, il y a des retours qui se font de mon côté parce que les gens apprécient mon travail, quoi. Est-ce que tu t'es déjà imaginé que ce que tu produis à travers ce podcast pourrait constituer un point de départ, peut-être même un matériau pour de la recherche? Pour le coup, non. Je pensais pas qu'il y avait des équipes de recherche qui étaient dédiées à la question du doctorat. Et en fait, il se trouve que si, et je sais déjà la réponse parce que j'ai déjà invité dans un épisode, par exemple, une personne qui avait fait un post-doctorat sur le... Comment ça s'appelle? Sur les réussites et les échecs de thèse en Belgique. Donc c'était l'épisode 8, je crois, de mémoire, un truc comme ça, très écouté d'ailleurs. Et en fait, je me suis rendu compte peu à peu qu'il y avait pas mal d'équipes de recherche qui travaillaient sur cette question, par exemple, de la santé mentale au doctorat, des gens qui abandonnent, etc. Donc effectivement, je me doute que en fait, ce que je fais, ça va aussi servir dans ce cadre-là. Mais je me rendais pas compte au tout début, j'aurais jamais cru ça, hein. C'est un peu Inception pour moi, ça veut dire qu'en fait, c'est- on fait de la recherche sur la recherche, quoi. Et- C'est les science studies, c'est... Non, mais je me rendais pas compte que ça existait, ça. Dans ma tête, c'est Inception, c'est-à-dire c'est comme si il y avait des personnes qui font un doctorat sur le doctorat. Donc à partir de là, pour moi, c'est Inception. Il y en a même qui font de la recherche sur les chercheurs. Oui, c'est ça. Non, mais c'est exactement la même chose, mais c'est ça. Oui. Donc c'est pour ça que c'est En fait, en général, moi, là, ce que j'ai remarqué, c'est qu'aussi, il y a des équipes comme ça qui sont dans le privé, qui sont en fait rattachées à des cabinets de gens qui placent les chercheurs dans des entreprises. Ça arrive aussi, ça. D'accord. Et donc, du coup, voilà, ça aussi pour leur adhérer, quoi. Ok. Alors, sur quoi est-ce que tu t'appuies en termes de ressources pour réaliser tes podcasts? C'est-à-dire, bon, tu as évoqué l'enregistreur enfin, du moins le micro dont tu t'es équipé, tu as parlé de logiciel. Est-ce qu'il y a d'autres choses? Est-ce que tu as eu des formations ou tu t'es auto-formé, tu as trouvé des tutoriels? Qu'est-ce que tu as fait? J'ai pas du tout suivi des formations. En fait, moi, le montage vidéo, je connaissais déjà. Donc, le montage audio, derrière, c'était super facile. C'est encore plus simple. Il faut juste couper, coller, après mettre dans le logiciel que je t'ai dit. Mais bref, il n'y a rien de compliqué. Après, par contre, les choses petit à petit, j'ai découvert des petits trucs sur le logiciel, mais juste en jouant avec parce que j'avais des besoins. Par exemple, égaliser les audios, débruiter, des trucs comme ça, peu à peu, en fait, ça avait des choses qui me gênaient et que j'ai réussi à résoudre par moi-même parce que je te dis que par nature, en fait, j'aime bien me dire que si j'ai un problème sur quelque chose, je peux trouver un moyen de le résoudre. Et aujourd'hui, il y a plein d'outils pour faire ça. Donc, ce qui est bien, c'est que pour l'instant, moi, j'ai pas vraiment eu besoin de suivre des tutos particuliers parce que je fais pas non plus des trucs, je fais pas des effets spéciaux dans la musique. C'est assez simple ce que je fais et c'est pour ça aussi que j'ai décidé de me mettre dans un podcast parce que je voulais la simplicité avant tout. Et donc, non, j'ai pas suivi du tout de formation. En plus du micro et du logiciel, qu'est-ce que j'ai? J'ai mon ordinateur qui est l'ordinateur qu'on m'a prêté au laboratoire, quoi. Mais tu vois, l'hébergement, par exemple, c'est pas un truc inné. Ah oui, alors l'hébergement, c'est parce que comme j'ai kiffé les podcasts, je m'étais renseigné, mais bien avant de l'idée de l'heure d'en faire, en fait. Je m'étais juste renseigné sur comment ça se passait, ce genre de choses. Et j'avais trouvé un site que j'avais gardé en mémoire quelque part, qui proposait de faire ça, et en fait, il a été racheté par Spotify, etc. Et donc, du coup, en fait, c'est très simple. Pour le coup, c'est vraiment, il suffit juste de chercher. On arrive sur plein de possibilités. Il faut juste mettre ces épisodes sur un même site et tout est envoyé automatiquement partout. Acast.
Ou encore. Ouais, c'est encore. Encore. C'est encore là. Mais il y a aussi Ocha, et il y a plein de trucs. Il y en a plein à Captivate. Et je pense que d'ailleurs, je vais peut-être changer bientôt parce que le problème, c'est qu'au niveau des analyses, c'est assez pauvre, je trouve. Au niveau des stats, tu vois, là, j'ai des stats, mais qui sont que sur Spotify, du coup, j'ai l'impression. Tu voudrais aller chez Ocha, du coup? Je pense aller sur Ocha pour avoir des stats beaucoup plus complètes parce que j'ai l'impression que tout est minimisé, quoi. Je n'arrive pas à savoir exactement. Parce que parfois, je me rends compte que l'audience que j'ai est beaucoup plus grande que ce que j'imaginais, en fait. Et je le vois de plus en plus. Tu me diras que c'est plutôt une bonne surprise. Oui, c'est des bonnes surprises. C'est plaisant. C'est des bonnes surprises, mais j'aimerais bien savoir exactement parce que du coup, ça m'encourage à me dire que en fait, je fais pas ça pour rien, que ça sert vraiment à des personnes et que en fait, voilà, c'est pas un truc que je fais où genre je parle tout seul avec des gens et puis personne n'écoute derrière. Moi, ça me rassure d'avoir des retours. Ça, c'est vrai que les gens pensent pas beaucoup à mettre des retours. Il y a pas beaucoup de commentaires sur les épisodes. Il y a pas beaucoup de messages sur LinkedIn pour m'en parler. Ça arrive de plus en plus, mais parce que ça monte. Mais c'est juste que je trouve que les gens sont assez difficiles à ce niveau-là, et donc du coup moi je sais pas trop dernière fois comment je peux améliorer le podcast parce que j'ai pas beaucoup de retours là-dessus. Mais alors c'est parce que aussi je dis pas souvent aux gens de mettre 5 étoiles sur j'aime pas trop dire ça en fait, j'aime pas trop mettez 5 étoiles et mettez un commentaire s'il vous plaît. J'aime pas dans l'esprit et donc du coup je le fais pas, mais ça fait que les gens n'y pensent pas forcément tout seuls, j'ai l'impression. Et est-ce que tu penses, alors attends, ma question m'échappe. Oui. Est-ce que tu as déjà réfléchi à des applications du son dans ton activité de recherche? Alors, parce que tu avais parlé en master de travailler sur le son, mais là, c'est plus de te servir du son dans le cadre de ta production de recherche. Et pas de rechercher sur le son. Alors, attends, je comprends pas ce que tu veux dire dessus. Alors, par exemple, oui, enfin, après, dans la typologie de discipline, mais... Par exemple, je vais te faire une comparaison dans les sciences humaines et sociales. Vas-y. Et ensuite, toi, tu verras comment tu l'interprètes. Ouais, moi, je vais transposer derrière, ok. Voilà. Par exemple, en sciences humaines et sociales, tu peux très bien te dire, tiens, j'ai fait des entretiens dans un pays d'Amérique latine pour pouvoir, je sais pas moi, expliquer une situation en sciences politiques d'un État particulier. Donc ça, c'est la production d'un article scientifique sur ce sujet de sciences politiques, admettons. Et puisque j'ai ce matériau sonore enregistré, j'ai envie d'en faire un podcast, un documentaire, un objet à diffuser à un plus grand public pour déjà donner à entendre cette voix, donner à entendre ce qui s'est vécu et donc à finalement partager quelque chose de sensible différemment. Et donc, toi, est-ce que tu t'imagines des utilisations comme ce truc de « je capte du son », mais sauf que tu le ferais pas comme ça, mais dont ensuite l'exploitation va me permettre de produire du contenu de recherche, et puis qu'au final, ce son, je pourrais l'utiliser différemment, ou est-ce que c'est complètement infaisable dans ton domaine académique ? Je sais pas trop, parce que moi en IA, il n'y a pas beaucoup d'entretien, tu vois, comme vous en SHS, où en fait on va pas forcément interviewer des personnes. À la limite, on peut utiliser des sons, mais pour les traiter, parce qu'on veut faire des IA pour débruiter le son, pour créer du son parfois, ou alors pour ajouter par exemple, pour faire en sorte que le son soit un son studio, comme je te disais. Il y a plein d'applications possibles pour le son, mais... Et par exemple, tu n'as pas envie d'orienter ton travail vers ça ? Mais moi, mon travail n'a pas de... Enfin, mon travail est vraiment sur les images par nature. Il n'y a pas du tout de... Alors, c'est vrai que dans mon travail, on pourrait étendre aux images, parce que je travaille sur la détection de messages cachés dans des... Enfin, pardon, au son. Je travaille dans la détection de messages cachés dans des images, et on pourrait très bien aussi s'amuser à détecter des messages cachés dans du son. Mais ça n'a aucun rapport avec ce que tu me dis là. C'est juste qu'il y aurait un son, je mettrais un message dedans et puis il faudrait voir comment je peux le détecter. Enfin, c'est pas... Et ça, c'est pas quelque chose que la pratique du son te donne envie d'exploiter dans ta recherche ? C'est juste que c'est pas que ça me donne pas envie, c'est que cacher un message dans un son, c'est beaucoup plus compliqué et le détecter aussi. Enfin, du coup, ça rend peut-être le sujet un peu trop ambitieux pour 3 ans, tu vois. Donc, et puis ça m'intéresse moins que l'image, en fait, dans l'idée. Le son, j'arrive à le câbler avec le podcast, c'est plus facile. Mais pour le coup, pour le sujet de recherche, c'est pas faux. Enfin, je suis plus calé dans les outils de l'image que les outils du son, si je vais vraiment dans la technique. D'accord. Et puis même dans la littérature, il n'y a pas beaucoup de cas où mon cas à moi, même si ça pourrait être le cas, je te dis que on peut très bien détecter des messages cachés dans du son, mais il y a beaucoup moins de littérature à ce sujet parce que c'est beaucoup plus compliqué de réussir à faire ça. Mais ça m'a fait penser à un autre truc. Ça m'a fait penser quand même que dans mon parcours, je ne vais pas parler de ça, mais j'ai fait une émission sur... j'ai participé à une émission sur l'IA avec Fred de C'est pas sorcier. Ok.
Excellent. Et du coup, ouais, ça fait partie des choses que je voulais dire avant pour dire que c'est des trucs que j'aime bien. En fait, que, encore une fois, c'est avec plusieurs. Parce que là, pour le coup, cette émission-là, elle a été alimentée dans le cadre aussi d'une enquête SHS avec une équipe de recherche. Donc, en fait, on a fait des entretiens avec plusieurs publics différents pour avoir leur point de vue sur l'IA. Et après, ça a été retranscrit dans l'émission. Mais à partir de l'émission, il y avait vraiment, en fait, pour alimenter l'émission, une étude faite par une doctorante qui maintenant est payée carrément pour cette étude-là. Sur tous les entretiens qu'on a fait pour un peu avoir un bilan. Et donc, du coup, là, pour le coup, effectivement, il y a déjà eu des points communs entre les sciences humaines et mon domaine, mais juste parce qu'en fait, l'idée, c'était de pouvoir communiquer sur mathématiques, pas forcément mathématiques de recherche exactement, mais juste mon domaine de recherche au grand public parce que c'est un sujet d'actualité, quoi. J'ai l'impression, alors là c'est vraiment ouvert, mais j'ai l'impression que si tu veux, il y a 2 tendances concomitantes actuellement. Il y a, qui nous vient plutôt d'ailleurs des anglo-saxons. La première, ça va être de plutôt lancer des sortes de champs de recherche thématiques qui ne dépendent plus d'un environnement disciplinaire en silo. Prenons l'exemple des, justement, je parlais des science studies, tu as les sound studies, tu vas avoir t'as différents, les podcast studies. Et en fait, le podcast, par exemple, va être étudié sous l'angle des sciences de l'info et de la communication, sous l'angle de l'histoire, de plein de choses différentes qui vont converger à tourner autour de cet objet. Donc, je pense qu'il y a cette première relative tendance et qui, du coup... Enfin, j'ai l'impression que le recours au sonore, au son, à l'audio enregistré dans les pratiques de recherche de la vie de tous les jours, elles tendent aussi à finalement abolir certaines énormes scissions. Alors déjà donc entre différentes disciplines, mais même entre d'un côté sciences exactes et de l'autre sciences humaines et sociales. Est-ce que tu partages ça ou est-ce que c'est une impression ou que j'ai un biais ou que j'ai envie de voir ça ou... C'est quoi ton opinion là-dessus? Tu penses que le son peut transcender ces silos, Alors, la question est posée un peu bizarrement, je trouve, mais en fait, l'idée c'est peut-être aussi que, enfin, moi dans tous les cas, je pense que sur Exact et SHS, on a forcément besoin des deux. Et en fait, effectivement, le combo des deux, ça pourrait être tout simplement de se réunir pour communiquer sur des sujets d'actualité comme on l'a fait avec l'IA, mais on pourrait faire. En fait, il se trouve qu'ils l'ont pas fait que avec l'IA. Il y a eu un sujet sur l'IA, il y a eu un sujet sur le sport, il y a eu un sujet sur l'eau. Et donc, en fait, on a vu plusieurs fois cet échange de compétences entre SHS et Sciences Exact, parce que les Sciences Exact, le côté Sciences Exact pouvait un peu interviewer les personnes en sachant derrière quelles étaient les bonnes questions à poser, et les SHS pouvaient analyser les réponses pour ensuite derrière en déduire en fait un peu le ressenti du public qui a été étudié pour un peu sonder un peu finalement quel est le point de vue des personnes sur chaque sujet, quoi. Donc effectivement, pour moi, les SHS, ça permet notamment de beaucoup mieux réaliser l'impact des découvertes STS. Alors du coup, les sciences humaines et sociales permettent de beaucoup mieux réaliser l'impact en sciences exactes. Et donc du coup, c'est hyper important d'avoir ces deux phases de la pièce parce que du coup, ça permet aussi de garder une certaine forme d'éthique, de voir un peu les dérives ou alors au contraire les avantages de chaque chose qui est découverte. Et ce qui fait qu'en fait, il y a vraiment un apport de la recherche des deux côtés. C'est-à-dire qu'on apprend d'un côté, on découvre des choses, et après, il y a une étude sur les usages de cette chose, et donc du coup, ça se nourrit complètement, et ça va ensemble. C'est quelque chose que j'ai aussi compris après avoir interviewé plusieurs chercheurs à SHS dans le podcast. Et ça, effectivement, je me rends compte. Maintenant, le son, c'est juste un format comme un autre pour communiquer, mais c'est pour être des vidéos, donc plus largement avec l'image aussi où tu rajoutes. C'est pas spécifiquement ça, mais c'est juste ce que je remarque, je pense qu'il est cohérent avec ce que tu dis, c'est le fait qu'il y ait de plus en plus d'associations SHS, STS. Voilà, ça je le remarque, et effectivement ça passe souvent par des enquêtes, par comme des émissions, ça peut être complètement audio, ça peut être vidéo. Voilà, effectivement. Mais je vois pas encore de conférences où il y a les deux qui sont liés, mais ça pourrait venir un jour, je sais pas. C'est souhaitable. C'est souhaitable. Bah oui, non, mais c'est pas de mauvaise idée. Et en vrai, ça paraîtrait au moins aux deux côtés de casser leurs stéréotypes qu'ils ont. Parce que c'est clair que, par contre, il y a forcément des stéréotypes des deux côtés sur chacun des domaines. Donc, ça c'est quand même agréable, t'as raison, de réunir parfois pour se rendre compte finalement que ça a vraiment du sens ce qu'on fait dans les deux cas, quoi. Et alors du coup, au niveau de ton laboratoire, de ton institution de manière générale, est-ce qu'il y a déjà, est-ce qu'ils sont au courant de ta production de podcast? Est-ce qu'ils sont soutenants? Est-ce qu'ils sont indifférents? Quelle est la réception
Alors, il faut savoir qu'avant même de lancer le tout premier épisode, j'avais déjà sondé mon équipe et j'avais déjà parlé de ce projet, en fait, dans le cadre d'une réunion entre doctorants. En fait, on avait une sorte de rituel qui a un peu disparu maintenant, où en fait, tous les mois, on avait une journée où en fait, un doctorant présentait quelque chose qu'il voulait. En général, c'était un truc marrant sur la science, ou un truc qui pouvait servir pour plus tard, pour la pré-thèse, etc. Et donc là, moi, une fois, j'ai présenté ce projet, je me suis dit, pourquoi pas faire un podcast sur ce sujet, parce que ça. En fait, j'aurais présenté le problème, j'ai fait une histoire, j'ai expliqué que voilà, il y avait telle personne qui se questionnait, mais il avait cette question-là, cette question-là, mais en fait, il n'avait aucune réponse et il savait pas trop comment faire. Sur Internet, j'ai fait un peu l'état de l'art de ce qui existait, un peu. Voilà, sur Internet, il n'y a rien, les réunions, ça arrive trop tard, tu vois. Donc en fait, au final, j'ai un peu retracé ma propre histoire pour leur dire que finalement, peut-être que faire un podcast, ça pourrait être une bonne idée. Et donc, du coup, à partir de là, j'en ai retiré plein de conseils, plein de suggestions, et c'était hyper agréable. Et donc, du coup, ils m'ont dit, tu sais quoi, cette présentation-là, refais-la pour la présentation d'équipe. Alors, du coup, j'ai refait la présentation pour la présentation d'équipe. Et donc, du coup, là, je voyais que les directeurs de recherche, ils étaient tous plutôt chauds sur l'idée, quand j'étais plutôt soutenu, qu'ils faisaient enfin, je sais qu'ils n'hésiteraient pas à participer si j'ai sollicité. Donc, du coup, finalement, ça m'a rassuré et c'est ça qui m'a fait que je me suis dit, OK, il y a quelque chose à faire, il faut que je le lance. Et en plus, dans le panel des personnes, du membre de l'équipe, il y avait notamment un professeur que j'avais eu, qui était le directeur de formation de mon master de recherche, qui avait fait la réunion, qui fait tous les ans, en fait, les réunions, pourquoi pas moi, la thèse. Et donc, du coup, il sait très bien que ce genre de contenu, ce serait un truc en plus qui serait très agréable à avoir, parce qu'en fait, en 1 heure ou 2 heures, comme je disais, on n'a pas le temps de parler de tout ça. Donc, du coup, il a bien apprécié l'idée aussi. Et après, d'ailleurs, son épisode à lui est l'épisode le plus écouté depuis le début. Enfin, sur l'épisode où il a interagi, quoi. Et en fait, du coup, je suis lancé, j'ai fait un premier épisode. Alors, le 2 premiers, donc c'était pourquoi je fais le podcast. Celui d'après, c'était comment faire pour trouver des informations sur la thèse avant que le podcast existe, en fait. C'était ça l'idée. Et à partir du deuxième, c'est bon, ça a commencé à arriver. Et tu vois, donc il y en avait un sur le syndrome de l'imposteur, il y en avait un sur la pré-thèse, il y en avait un sur ta. Puis peu à peu, il y avait des sujets qui arrivaient. Et donc, ouais, et après, ce qui se passait, c'est que les gens suivaient un peu. Par exemple, mon directeur de thèse, il a bien écouté mes podcasts pendant qu'il prend le train. Et en fait, à chaque fois, il me dit ce qu'il aime, ce qu'il aime pas, et en fait, ça me paraît de faire des retours, quoi. En général, il aime quand même pas mal de choses parce qu'il découvre lui aussi des choses. C'est-à-dire qu'en fait, tout ce qui est, par exemple, pourquoi faire une thèse des THS, en fait, on n'est pas très, comme je te dis, on connaît pas beaucoup le monde des THS, et donc du coup, forcément, ça lui a appris des choses et qui sont hyper intéressantes. Et pareil, tout ce qui est entrepreneuriat et recherche, ça commence de plus en plus à monter, mais j'ai fait un épisode spécial là-dessus parce que je savais que ça allait m'intéresser plus tard, ça. Et donc, du coup, voilà, ça aussi, ça apprend aux gens de mon équipe, s'ils veulent écouter, s'ils sont intéressés, qu'est-ce qu'ils peuvent faire. Donc, effectivement, ça les aide aussi pour eux parfois, en fait, et avoir une vision plus large de ce qui se passe. Et donc, il y a amélioré peut-être parfois aussi leur façon de faire les choses. Parce que, par exemple, il y a un épisode sur comment s'y prendre pour encadrer un doctorant. Tu vois. Et donc, du coup, peut-être que si des directeurs de recherche écoutent ça, ils peuvent un peu mieux améliorer leur façon de faire la chose. Mais bref, donc l'idée, c'est qu'en fait, ils me soutiennent à fond. J'ai même maintenant, ça m'a fait marrer parce que j'avais un collègue doctorant, très bon ami à moi, qui était un peu mon manager parfois sur ce podcast. Parce qu'en fait, des fois, je savais pas trop à qui je pouvais envoyer la trame où je pose des questions. Parce que parfois, il y a des questions où je suis sûr que je vais les poser, donc je les note. Et du coup, je le renvoyais à lui. Il me disait non, mais tu devrais peut-être commencer comme ça, refaire les choses comme ça. Et c'était vraiment dans l'esprit, encore une fois, le brain trust, là, c'était franc, mais c'était pas du tout pour me casser. C'était des suggestions que des fois, je prenais parce que je considérais que c'était intéressant. Des fois, que je prenais pas parce que j'aimais pas trop l'idée. Et en fait, c'était vraiment, il me donnait des retours, c'était hyper satisfaisant. Et donc, du coup, j'ai amélioré les épisodes comme ça, quoi. Et ouais, du coup, et là où je vois aussi où en fait les gens ils sont hyper à fond dans le sujet, c'est que très rapidement, les premiers épisodes c'était majoritairement des gens autour de moi. Donc j'avais pas invité des gens que je connaissais pas, donc c'était forcément mon équipe, mon labo, mes collègues, etc. sur des thématiques complètement différentes où je trouvais qu'ils étaient pertinents pour parler. Et ils ont accepté tous. Il n'y a pas eu de personne qui m'a fait non, j'ai pas envie, je n'aime pas trop ton projet, non. C'est non. Et du coup, ils ont même apprécié l'exercice en fait. Alors c'était marrant parce que j'avais des personnes, donc je vois les doctorants que j'invite, ils ont tous avec leurs notes, ils ont tout préparé, ils sont stressés un peu, alors que voilà, j'ai un directeur de recherche que j'invite là, pour le coup, il n'a rien préparé du tout. Et par contre, il s'exprime hyper bien dans l'épisode. Enfin, c'est marrant de voir ce genre de distraction. On voit très bien que. Il y a un mini syndrome dans l'imposteur parfois qui, même dans cet exercice-là, arrive alors qu'il faut juste parler de sa vie, quoi. Mhm.
Oui, et puis l'expérience qui va donner une certaine assise, une certaine confiance en soi, j'imagine. Et alors, du coup, toi, tu approches la période où ton doctorat s'achève. Qu'en est-il de ton podcast ? Alors, moi, j'ai prévu au moins d'aller jusqu'à cet épisode-là. C'est-à-dire qu'en fait... L'épisode de la post-soutenance, au moins. C'est pas l'épisode de la post-soutenance. Non. En fait, là, ce qui se passe, c'est que je suis à l'épisode 18. Il faut que le 19, j'ai envie de le faire sur la santé mentale du docteur. J'aimerais le faire en juin. Mais là je peux pas. Je suis trop dans le manuscrit de thèse, mais je sais qu'en juin, je serai dans la partie du manuscrit de thèse que je préfère le plus, c'est-à-dire mes contributions. Et donc, ça devrait mieux se passer. Et donc, a priori, je devrais avoir le temps d'en tourner un. Après, du coup, celui de juin, là, j'aurai celui-là qu'on est en train de faire maintenant. Donc, il est déjà fait, du coup. Après, maintenant, je pense qu'en juillet, août, en juillet l'année dernière, j'en avais fait 2. Parce qu'en fait, en juillet, tout le monde est en vacances, tout le monde est disponible, on fait en ligne et c'est fini, quoi. Et donc, en fait, moi, j'ai des idées que j'aurais envie de faire. Et comme tout le monde était disponible et tout, ça me dérange pas de les faire parce que je sais que ça va servir, quoi. Donc, a priori, je devrais en avoir au moins. En fait, moi, mon objectif, je m'étais dit, tiens, ce serait bien d'en avoir 25, quoi. Je sais pas pourquoi, 25, ça me paraissait un bon chiffre. Je ne sais pas si je vais arriver à 25 avant la soutenance de thèse, mais on devrait en avoir à 23, 24, quoi. Je pense qu'on est, voilà, moi ça me dérange pas à chaque fois d'apprendre des choses. Et ce que j'aime bien aussi voir, c'est que chaque épisode ramène une partie de l'audience complètement différente. C'est-à-dire que j'avais pas prévu au départ que ça se passait comme ça, mais par exemple, quand je fais un épisode sur doctorat parentalité, ça ramène tous les gens qui sont parents en thèse. Je fais l'épisode de faire une thèse après de longues études, ça ramène tous les gens qui en fait veulent faire des thèses après de longues études. Et donc je sais que j'aide de plus en plus de personnes comme ça, que ça s'étend un peu. C'est un peu comme si j'étais dans une zone et en fait je pars de tous les côtés et je ramène plus de gens, j'aide plus de personnes comme ça, quoi. Oui, et puis ton audience, par définition, augmente. C'est ça. Aussi. Parce que les gens, très précis. C'est très précis. Elle augmente, mais voilà, c'est parce que je les ai aidés sur un point très précis qui est du coup hyper pertinent parce qu'en fait, ils sont dans ce cas-là, mais il n'y a personne d'autre qui va en parler, quoi, de ce cas-là. C'est le côté niche du podcast qui fait son effet com. Oui, c'est ça. Ok. Quelle est, selon toi, la place de la recherche dans la société ? En fait, pour moi, alors, je ne sais pas comment je pourrais dire ça, c'est une très bonne question. Les chercheurs, ils sont là pour innover, pour repousser les barrières, les limites, les frontières de la connaissance. Et donc, du coup, forcément, ça amène des responsabilités. C'est-à-dire que derrière, au bout d'un moment, il y a forcément des questions d'éthique qui se posent, il y a des questions de sécurité, il y a des questions... voilà, et donc... pour moi, le rôle du chercheur, c'est juste d'essayer d'innover, mais pour le bien commun, pour que la société vive mieux, pour que, par exemple, la recherche en médecine, pour qu'on puisse vivre plus longtemps, pour qu'on ait moins de problèmes de santé mentale, pour qu'on découvre des nouvelles façons de vivre qui sont plus agréables, je sais pas, mais tu as compris. Dans l'idée, c'est juste réussir à... pour moi, la recherche, dans la société, c'est hyper important parce qu'en fait, ça répond à plein de besoins qui sont très clairs, comme le besoin d'être... donc, je disais, de pouvoir vivre le plus longtemps possible, de pouvoir bien se sentir dans sa peau, de pouvoir savoir quoi faire, quel levier on peut activer dans notre quotidien pour le rendre un peu meilleur, pour se défendre aussi. Il y a tout ce qui est défense, qui est hyper important, pour faciliter notre quotidien sur plein d'aspects. Tu vois, toutes les machines qui existent là, en fait, ce micro qui est devant moi et tout ce qu'on est en train de faire, tout ça, c'est issu de la recherche. Finalement, c'est juste que c'est eu un temps avant d'arriver là, mais si tout ce progrès, c'est complètement pour ça que les chercheurs sont là, pour moi. Et en fait, le rôle du chercheur, pour moi, c'est de contribuer à sa façon, par rapport à ce qu'il aime, en fait, à ses appétences, à rendre un peu le quotidien de demain meilleur, mais tout en n'allant pas jusqu'à, en évitant justement de pousser le vice parfois sur certaines expériences, parce que comme tu vois, comme je te dis, les problèmes d'éthique, tu vois, alors on a vu la bombe nucléaire, on a vu pas mal de trucs, mais en fait, il y a toujours cet esprit dans la tête de, ok, le problème c'est que si je parle de ça, si je découvre ça, et si je vais en faire cette voie-là, est-ce que ce que je vais découvrir ne va pas se retrouver être très problématique plus tard? Oui, est-ce qu'on ne va pas détourner un objet de l'usage initial pour lequel il a été fabriqué? Tout comme Internet, à l'origine, était un instrument militaire et qu'aujourd'hui, c'est un instrument de divertissement majeur. Tu vois, je suis en IA et cybersécurité, donc je peux en parler parce qu'on a cette problématique-là de, ok, on permet aux gens de créer des images de toutes pièces qui semblent réelles et en fait, ils sont fausses. Est-ce que du coup, derrière, on n'aurait pas des dangers qui vont être posés parce que du coup, on pourrait peut-être potentiellement faire parler des personnalités comme s'ils parlaient vraiment, alors qu'en fait, c'est pas eux qui parlent, c'est juste un algorithme. Bref.
Et mon sujet de thèse, il tourne autour de ça, en fait. Donc, du coup, il y a une vraie question de à quel point on va... ok, on contribue à l'avenir de la société, mais vers quelle société on va aussi. Et donc, du coup, quand on a cette responsabilité en tête, il faut pas hésiter, du coup, à prendre des pincettes dans la façon dont on avance dans cette recherche. Donc, bref, pour moi, il y a une très grosse responsabilité du chercheur dans la société, je pense que les gens ne s'en rendent pas forcément compte à ce niveau-là. Parce qu'en fait, pourquoi ils ne s'en rendent pas compte? Parce que les chercheurs, comme je t'ai dit, ils n'aiment pas communiquer en général avec le grand public, encore moins. Et donc, du coup, ça fait que les gens sont... Pourquoi? C'est parce que au bout d'un moment, quand on regarde dans son projet, on a l'impression qu'en fait, pour comprendre le projet, il faut avoir plein de prérequis. Sauf qu'en fait, en réalité, il y a des façons de faire des analogies qui permettent plus ou moins de comprendre le truc. C'est juste que les gens prennent pas forcément le temps. Les chercheurs n'ont pas forcément le temps pour faire ça, en fait, pour aller parler comme ça au grand public de leurs travaux. Et des fois, on estime aussi qu'on n'est pas légitime pour en parler, parce que ça se trompe dans l'imposteur. Des fois, on se dit qu'en fait, qui va être intéressé par ça? Alors qu'en fait, peut-être que plein de gens seraient intéressés. C'est juste que voilà, il y a plein d'a priori qu'il faut qu'on ne va pas le faire, mais parce qu'en fait, on n'est pas... Peut-être que ce qui manque là, c'est peut-être aussi le travail des journalistes qui vont aller interroger les gens sur leur recherche pour pouvoir combler ce manque, en fait. Parce que les chercheurs d'eux-mêmes, ils ne peuvent pas tout faire non plus. Et en fait, il faut forcément quelque chose qui va leur donner envie d'en parler et qui savent que ça va être utile derrière et que voilà, c'est bien d'avoir que la société ait conscience de ce qui se passe, quoi. Donc pour toi, la société n'est pas assez informée sur la recherche en général. Ouais. Mais déjà, tu vois, le fait d'avoir fait un podcast sur le doctorat, ça montre que déjà, personne ne sait ce que c'est qu'un doctorat, qui est genre le point d'entrée à la recherche. Donc du coup, c'est déjà quelque chose, ça montre déjà le fait que j'ai créé ça, qu'il y avait un besoin de créer ça et qu'il y a une vraie audience. Ça démontre qu'en fait, les gens ne savent pas ce que c'est que la recherche. C'est vrai. Et puis... est-ce qu'il manque un maillon quelque part justement pour faire ce travail de décodage entre guillemets le grand public d'un côté et les producteurs de connaissances que sont les chercheurs de l'autre? En fait, le maillon pour moi, c'est tu vois l'émission de Fred de C'est pas sorcier là qu'on a fait. C'est le maillon pour moi. C'est un peu comme C'est pas sorcier tout simplement. L'idée qu'en fait on fait des émissions pour hyper bien vulgariser, pour expliquer des concepts qui sont compliqués, mais à n'importe qui. Parce que c'est important d'avoir ça en tête. En fait, tu vois, là, j'aimerais bien renvoyer les personnes qui vous écoutent, qui sont intéressées par ce sujet, à l'épisode 7, qui est justement avec Fred de C'est pas sorcier, sur la communication et la vulgarisation. Et dedans, il donne justement son point de vue sur comment le chercheur doit contribuer à la société. Est-ce que c'est important pour lui à quel point c'est important de communiquer sur ses travaux, de vulgariser, d'oser vulgariser. Et c'est juste, voilà, il est complètement d'accord avec moi, mais bon, voilà. Donc, et sur le coup, on est tous les deux d'accord sur le fait en fait, il y a un problème aussi. Qu'on n'a pas eu dans l'épisode, que je pourrais te dire, c'est le fait que quand on parle aussi en grand public, on vulgarise notre travaux, sauf qu'il y a une communauté derrière qui nous écoute, qui est une autre communauté scientifique, et du coup, on peut avoir peur que cette communauté considère qu'en fait, on dit n'importe quoi parce qu'on a un peu sublimé la réalité, parce qu'on a vulgarisé. On a osé vulgariser pour que les gens comprennent, mais du coup, ça fait qu'on n'est pas complètement exact dans ce qu'on dit, et donc du coup, ça fait que la communauté scientifique derrière peut nous le rétorquer. Et ça, c'est une peur légitime? Ouais, ben ça, je pense qu'effectivement, c'est une peur qui est légitime, mais qui doit être surpassée. C'est-à-dire qu'en fait, au bout d'un moment, quand on fait son propre... Enfin, il faut avoir en recherche, il faut ne plus en avoir rien à faire des retours négatifs qui sont là que pour casser et qui servent à rien. Tu vois, il y a les retours constructifs que j'ai dit tout à l'heure, qui sont là juste pour t'aider à t'améliorer, et tu as les retours négatifs qui sont là juste parce qu'en fait, on veut montrer qu'on a raison, on veut juste... voilà, c'est nous qui avons raison, on sait tout mieux que les autres, et qu'en fait, ça sert à rien de débattre, bref. Et donc, en fait, pour moi, il y a vraiment l'intérêt à n'importe qui de communiquer sur ces travaux de recherche. Et donc, du coup, même si, effectivement, il y a des gens dans certains domaines, dans certaines communautés, ils ont envie très rapidement de juger, en fait, la vulgarisation, et ben, il ne faut pas hésiter à la remettre à leur place s'il le faut et continuer ce qu'on fait, quoi. On s'en fiche. En fait, dans l'épisode, je n'invitais pas que Fred, il y avait aussi... Asia, qui a été présidente d'une association qui aidait les docteurs à s'intégrer dans le privé, en biologie. Et elle est hyper forte en communication. Et en fait, elle disait qu'elle-même, la première fois qu'elle a fait une communication dans son laboratoire, il y avait certaines personnes qui trouvaient qu'elle avait fait un peu trop le show. Et tu vois, donc en fait, mais elle l'a pas pris genre... ça l'a limite motivé pour faire encore plus le show après, quoi. C'est-à-dire qu'en fait, elle voyait que la majorité avait aimé, qu'il y avait juste 2 personnes qui voulaient faire leur intéressant, et que c'était pas pour autant qu'il fallait arrêter de parler de ses travaux, de communiquer, parce qu'elle avait vraiment ça, quoi. Mais alors, ce que j'ai eu comme retour, et là, c'est complètement empirique, quoi. Il n'y a absolument rien de fondé scientifiquement. Mais en gros, j'ai entendu des scientifiques me dire
J'ai un exemple en tête de quelqu'un qui m'a dit ah bah tu vois, si tu veux faire une bande dessinée sur ton travail de recherche, il faut d'abord avoir publié ton travail de recherche et faire la bande dessinée après, parce que si tu as le malheur de l'avoir fait avant, on va considérer que t'es pas sérieux. En gros, qu'il y a une forme de discrédit par les productions pop culture ou non scientifiques des productions de recherche. Alors, pour le coup, je n'en ai aucune idée parce que j'ai pas fait de BD sur ma thèse. C'est un exemple de BD, mais je comprends, mais moi je pense que c'est pas faux. Enfin, je suis pas sûr que je pense que ça a du sens ce que tu dis, parce que, encore une fois, il y a cette idée que à partir du moment où tu as parlé de ton idée, que tu l'as vulgarisée, c'est plus vrai, c'est plus exact, et donc du coup, peut-être que c'est pas vrai ce que tu dis dans le vrai article. Je comprends la logique de dire d'abord je publie l'article, comme ça il a été vérifié par des pairs, et après, comme je sais mon propre article, je suis plus légitime donc il a été validé pour pouvoir en parler dans une BD, tu vois. Je prends la logique de le faire dans ce sens-là, en tout cas, parce que ça donne plus de légitimité, parce que la BD, la différence, c'est que la BD, ce que tu expliques, c'est pas validé par des pairs, ça se trouve. On sait pas si l'article va passer. Et donc, en fait, tu expliques un truc qui est peut-être faux, qu'un mec aurait vu plus tard en faisant la review, en fait. Donc, c'est plus sain, déjà, comme je pense, comme démarche, déjà, au moins d'attendre que ce qu'on a écrit est validé par plusieurs personnes, pour qu'au moins on puisse derrière ensuite vraiment le défendre sans avoir peur d'être un imposteur, quoi. Quelle question éthique, d'après toi, soulève justement cette idée de vulgarisation ? Je sais pas trop ce que tu entends par là. Plutôt, tu veux dire en gros, est-ce que c'est qu'est-ce qui est éthique ? C'est-à-dire, en fait, c'est presque quelle éthique prévaut ? Presque, ma question. Entre quoi et quoi ? C'est-à-dire que qu'est-ce qui est... Enfin, en gros, est-ce qu'on va privilégier le fait de partager la connaissance au plus grand nombre parce qu'on estime que c'est un rôle citoyen du chercheur ? Ou est-ce qu'on va se dire que on va privilégier, comme tu l'évoquais, la scientificité d'une démarche, le fait de ne surtout pas s'éloigner de toute la pureté technique de la recherche pour la rendre plus accessible à un plus grand public ? Là, il y a un compromis à faire, mais ça dépend de chaque cas. Là, c'est compliqué de dire ça comme ça. Il y a des sujets qui sont plus faciles à expliquer que d'autres. Moi, mon sujet à moi de thèse, par exemple, je t'ai dit, détecter des messages cachés dans des images, ça se comprend, en fait. Détecter des deepfakes aussi. Oui. Mais d'autres trucs, genre le sujet mathématique qu'on m'avait proposé initialement, impossible de te l'expliquer comme ça. Oui. Donc, en fait, il faut trouver des analogies qui font que là, on est un peu moins exact dans ce qu'on dit. Et ça, c'est un travail à faire, mais c'est chacun qui doit un peu s'approprier son sujet à sa manière et apprendre à le communiquer comme il veut, quoi. Je pense que ça, c'est un travail à faire sur chacun. Je sais pas s'il y a... Enfin, peut-être que ta question, c'est du coup, c'est pas éthique de pas en parler, de pas pouvoir... Enfin, je comprends pas le problème de l'éthique dans l'histoire. En fait, la question de l'éthique, c'est qu'au final, est-ce que faire de la recherche, qui est la plupart du temps financée par le service public, n'impose pas de restituer quelque chose ? Oui, alors le truc, c'est qu'en général, tu restitues par ailleurs parce que tu as fait des articles, tu as fait des trucs. Juste. Et les articles qui te financent, tu leur envoies des. Alors moi, tous ceux qui me financent, je dois leur envoyer des rapports tous les ans pour dire ce que j'ai découvert, ce que j'ai fait, quels sont mes articles. Oui, mais le grand public en bénéficie par ses applications dans la vie future. Exactement. Exactement. C'est vrai. Mais du coup, voilà, c'est un peu invisible, effectivement. Mais c'est pour ça qu'en vérité, les gens auraient. Enfin, je pense qu'on a tout à y gagner à s'y prendre suffisamment tôt pour en parler si ça vaut le coup, quoi. Après, il y a une profession qui est en train d'essayer d'émerger ou qui émerge progressivement, qui est celle de médiateur scientifique, qui est en fait une forme de communicant spécialiste. Ouais. Est-ce que c'est pas aussi le bon, on va dire justement ce bon trait d'union ? Peut-être, et en fait, il se trouve que même maintenant, il y a carrément des docteurs. Moi, je connais un docteur sur LinkedIn qui s'est lancé en freelance en vulgarisation scientifique. Et donc, du coup, il fait ce métier-là de vulgariser pour des personnes leurs travaux, etc. Donc, effectivement, il faut juste trouver des personnes qui sont motivées pour faire ce travail-là. Mais oui, ça peut être... c'est un peu exactement la même chose que c'est pas sorcier, tu vois. C'est un peu, finalement, ils font le même métier, et peut-être que c'est sous un autre angle, parce qu'il y en a un qui était chercheur avant et l'autre qui n'était pas du tout chercheur. Tu vois, genre Fred et Jamie, ils sont pas du tout chercheurs, ils sont pas du tout de la science, donc c'est incroyable ce qu'ils font, mais en fait, derrière, ils sont pas... en fait, justement, et c'est ça qui fait qu'en fait, Fred nous a expliqué que justement, le fait qu'il n'avait pas de communauté scientifique explique pourquoi il a osé faire tout ça. Parce qu'en fait, du coup, il y avait strictement personne pour lui dire que c'est nul ce qu'il a fait et tout. Il n'avait pas de contexte où, en fait, il avait sa réputation scientifique en jeu. Et puis, il peut avoir aussi cette naïveté de la personne qui n'est pas du tout érudite, en tout cas à ce niveau d'expertise de la recherche, qui du coup pose les bonnes questions pour le grand public. Exactement. Et d'ailleurs, il disait qu'il y avait des échanges par mail avec certaines équipes de recherche, notamment au CEA, là, récemment. Et du coup, il leur disait, mais comment vous pourriez mieux expliquer ça ? Comment vous pourriez dire ça ? Il les challengeait un peu pour que ça soit encore plus vulgarisé que ce qu'ils font.
Alors, je voulais ensuite te poser des questions. Pourquoi tu as accepté de participer à cette enquête? Alors, en fait, quand tu m'as proposé ça, je trouvais que l'enquête était assez originale. Je sais pas, le fait que... En fait, au départ, je comprenais pas trop l'enquête que tu voulais faire parce que moi, vu que je suis un chercheur en sciences exactes et dans ma recherche, il n'y a strictement aucun document audio que je fais parce que je t'ai dit que ce podcast était en dehors de ma recherche, je me suis dit, mais pourquoi elle veut m'interroger? J'avais pas compris du tout enfin, quel était le but de cette histoire. Et donc, du coup, c'est pour ça que en fait, j'ai pas tout de suite accepté. T'as vu, je t'ai demandé, est-ce qu'on peut se voir en visio pour en parler, etc. Et donc, du coup, on s'est vu en visio. Et là, tu m'as vraiment expliqué pourquoi tu étais intéressé. Et donc, du coup, je trouvais ça sympa de me dire, ok, elle a un studio, elle est sérieuse, c'est une vraie étude, c'est de la recherche, et son sujet, c'est les personnes qui font du contenu audio, finalement, peu importe, à partir du moment où c'est des chercheurs, peu importe si ça a un rapport avec leur recherche ou pas, je me suis dit, c'est peut-être une bonne opportunité pour finalement me faire interviewer moi-même et ensuite, pourquoi pas, faire profiter toute mon audience. Mhm. Et donc, du coup, je me suis dit, c'est super, on va pouvoir faire ça, on va pouvoir tester. En fait, c'est de la curiosité, là. C'est de la curiosité. Autant je me dis que ça peut être un super épisode. Je cherchais à ce moment-là, quand on a fait la visio, une idée pour l'épisode 20. Et en plus, on m'a suggéré plusieurs fois juste après que je t'ai dit ça, c'est marrant, on m'a suggéré de me faire interviewer, mais pas pour l'épisode 20, juste quand on a un épisode comme ça, et je me suis dit, voilà, l'épisode 20, ça sera l'épisode où je serai interviewé, comme ça fera un truc spécial, quoi. Complètement. Oui, puis en fait, tu vois, moi, même si... En fait, il y a deux choses qui sont très intéressantes dans ton profil spécifique vis-à-vis de mon panel, c'est que d'une part, tu viens justement des sciences exactes et tu es à aujourd'hui le seul. Il y en aura d'autres. Je suis honoré. Non, mais j'en suis ravie parce que j'aimerais bien qu'il y en ait plus. Mais forcément, ma sociabilité, elle s'est construite aussi sur les matières que j'environne. Et donc, c'est plus difficile. Et tu veux que je te donne un contact avec des équipes Volontiers. Alors, moi, je connais des équipes qui travaillent déjà sur la musique, comme je t'ai dit, parce qu'ils sont dans le même laboratoire, c'est juste qu'on n'est pas la même équipe. Ok. Je peux te remettre vers eux. Mais carrément, et avec grand plaisir. Et le deuxième aspect qui est super intéressant, c'est que précisément, tu le fais en dehors de ta recherche. Mais du coup, ça permet... Comme tous les autres, je les interroge sur ce qu'ils font de sonore dans leur recherche, de voir s'il y a des variations ou si finalement les réponses sont semblables et si le fait de le faire en recherche ou en dehors a un impact sur les pratiques. En fait, c'est marrant parce que je l'écris dans mon manuscrit de thèse, là, tu veux éviter le biais de sélection. Absolument. Parce que tu veux faire en sorte qu'en fait, tu interroges un panel suffisamment large et divers pour que derrière tes études ne soient pas biaisées. Ouais, c'est dans les problématiques de thèse, tu vois, par exemple. Excellent. et en fait, tu peux... Finalement, j'avais même pas... Je l'ai pas conçu, verbalisé et j'ai pas posé les termes dessus parce que j'en étais pas à ce niveau-là de l'analyse. Ouais. Mais du coup, tu me fais gagner du temps, en fait. Et c'est exactement ça l'intention, effectivement. Top. Donc, super. Qu'est-ce que tu vas retenir de cet échange-là? Comme ça, à chaud, est-ce qu'il y a des trucs qui t'ont étonné ou... Ouais, l'Akato, c'est très beau. C'est vrai. En plus, ça rime. Ils ont un super studio, hyper intéressant pour plus tard, peut-être, pour les prochains épisodes. Ok, on note dans un coin. Va nous rappeler. Mais je sais pas ce que tu attends exactement que je dise. Mais peu importe, il n'y a pas d'attente. Je trouve ça hyper intéressant d'avoir parce que tu permets de prendre du recul un peu sur tout ce que j'ai fait jusqu'à maintenant depuis la thèse, donc la recherche et le podcast. Et je trouve ça sympa de pouvoir participer aussi à ton enquête, puisque ça permet de faire un lien entre SHS et Sciences Exactes, comme tu disais, et je suis pour ce genre de dire maintenant que je me rends compte vraiment de tout ce qu'on peut faire, et voilà. Donc moi, ça me fait juste plaisir d'être là et de pouvoir échanger. Ça me fait même, tu vois, là, je suis en pleine rédaction du manuscrit de thèse, donc en fait, normalement, je devrais être dans ma chambre en train d'écrire et tout. Mais aujourd'hui, je voulais faire une pause, et donc du coup, tu m'as pas dit de faire cette pause-là, donc merci à toi. Trop bien, je te remercie en retour, parce que toi, tu me permets de contribuer à peut-être un projet de recherche qui va, j'espère, prendre plus de place après. Peut-être une BD, on sait pas. Peut-être, qui sait. Dernier point, est-ce qu'il y a des choses qui ont été dites ici, mais je pense savoir ce que tu vas me répondre, mais j'aime mieux poser la question. Est-ce que tu souhaites que des choses soient anonymisées dans la retranscription? Est-ce que, par exemple, j'ai prononcé plusieurs fois ton nom et ton prénom? Est-ce que c'est des choses que tu souhaites supprimer dans ma retranscription ou tu t'en moques? Non, pas du tout. Enfin, il n'y a pas de choses... Non. Attends, je vais réécouter et je te dirai. Mais si tu veux, non, mais en vrai, ça va, il n'y a pas de problème. J'assume ce que j'ai dit. J'assume, ouais. Ça va, tout va bien. Puis dernière question, est-ce qu'il y a quelque chose que tu aurais souhaité dire ou que tu aurais d'ailleurs souhaité poser comme question ou que sais-je et que je t'ai pas demandé ou que tu souhaiterais demander?
La seule chose que du coup je pourrais dire, que j'ai déjà dit avant, mais du coup je trouve que c'est un bon moment de le dire, voilà, si vous êtes auditeur du podcast et que ça vous aide vraiment, juste prenez le temps peut-être de m'envoyer un message sur LinkedIn ou un mail pour que je puisse me rendre compte à quel point ce podcast sert à quelque chose, parce qu'en fait j'envisage de le continuer après ma thèse, et j'aimerais savoir juste déjà actuellement aujourd'hui finalement comment ça aide les personnes, et si ça a l'intérêt vraiment de le poursuivre. Voilà. On passe le message. Eh bien, merci beaucoup, Rémi. C'était super chouette comme échange. Merci à toi. Et puis, merci pour cette heure presque 40. Moi, je suis habitué, c'est à peu près le temps d'enregistrement des podcasts, je t'ai dit. Bon, super. Merci d'être resté jusqu'au bout de cet épisode de Thèse, Antithèse, Synthèse. N'hésitez pas à liker l'épisode s'il vous a plu et à donner des commentaires constructifs pour vous en proposer un encore mieux la prochaine fois. Si vous connaissez d'autres personnes qui hésitent à faire une thèse scientifique, n'hésitez pas à leur partager ce podcast.